Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce débat, le seul débat qui va y avoir lieu dans la circonscription Pays d'en Haut. Je suis très heureux de recevoir les 6 candidats en lice dans la circonscription. Donc bonsoir à vous. On en a pratiquement pour 2 heures. Donc j'espère que vous êtes en forme et que vous avez mis des souliers confortables. J'ai cru comprendre que tout le monde a l'air d'avoir des souliers confortables. Ouais. C'est très coloré, on est très loin des souliers cirés classiques là, du politicien, avocat, médecin, blablabla. Fait que j'en suis très heureux. C'est à l'image de la dynamique nouvelle circonscription de Pays d'en Haut. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes au centre récréatif de Saint-Colomban. Donc, la ville de Saint-Colomban, c'est la ville la plus populeuse de cette nouvelle circonscription-là. C'est pour ça qu'on voulait organiser ce débat-là. C'est déjà quelque chose qu'on fait depuis deux élections fédérales et 2 élections provinciales. Nous pensons que c'est un exercice très important que de permettre l'accès aux gens qui se proposent comme candidats dans la circonscription. On a découpé le débat de ce soir en 9 différentes questions. Si jamais on déborde un peu, là, je me réserve le droit d'en couper une. Donc, les candidats ont déjà reçu les sujets à l'avance et non pas les questions. Donc, on voulait qu'ils puissent approfondir réellement leur compréhension de leurs différentes plateformes, mais les questions, ils ne les ont pas reçues. Donc, je veux rappeler, j'ai dit que c'était la ville la plus populeuse, mais on est maintenant rendu plus de 18 800 personnes à Saint-Colomban et on continue de soutenir une croissance élevée. C'est également la ville la plus jeune à l'ouest de Québec. On est suivi de très près par Mirabel et Sainte-Marthe-sur-le-Lac, mais la dynamique de la croissance des banlieues autour des pôles métropolitains, ça amène une démographie plus jeune. Il y a la même chose autour de la ville de Québec. Donc, bien que nous ayons développé une grande autonomie, plus que jamais, le gouvernement du Canada doit être un partenaire dans l'évolution de la ville. Le Conseil ne cherche pas à accélérer nécessairement la croissance de sa démographie ou de sa population, mais davantage d'y lier les services à la hauteur d'une ville de près de 20 000 personnes. Ce travail demandera un engagement soutenu du député fédéral et l'exercice de ce soir cherchera à vous présenter les candidats à leur niveau d'engagement dans l'exercice de leurs futures fonctions. Concernant la nouvelle circonscription, c'est le regroupement de 20 municipalités qui composent maintenant votre terrain d'influence. Hein, ça regroupe quand même des municipalités différentes, mais qui se ressemblent. Donc, de Saint-Colomban à Chertsey, en passant par Prévost, Sainte-Adèle, Saint-Sauveur, Morin Heights, notamment. C'est un territoire assurément rocheux. C'est pour ceux qui l'ont visité et qui l'ont marché. J'imagine que vous l'avez marché un petit peu. Il est aussi forestier, il est occupé et il est surtout recherché de la part de la population. Elle est composée à la fois de villes avec une population jeune, comme Saint-Colomban, mais aussi vieille, comme Morin Heights, comme Saint-Sauveur. Saint-Sauveur qui est d'ailleurs la ville avec la moyenne d'âge la plus élevée au Québec. Les enjeux sont certainement résidentiels, mais assez diversifiés économiquement et sociologiquement. Donc, c'était ma mise en bouche pour le débat de ce soir. Donc, je vais vous présenter les candidats en ordre alphabétique. C'est de cette façon qu'on les a positionnés, d'ailleurs, en avant de vous. Je veux souligner aussi, je veux remercier, je l'ai fait tantôt pour le débat du mini-conseil, mais là, il y a quand même une présence très importante de gens dans la salle, donc je vous remercie. C'est toujours plus agréable de parler à une foule que de parler à une seule caméra. Donc, puis tu sais, on va vous inviter à réagir après les réponses. Puis le débat de ce soir, il est construit autour, évidemment, d'une présentation, d'une réponse à la question, mais aussi de temps consacré pour que les gens puissent débattre entre eux. Donc, je vous présente M. Éric Abel-Balland du Nouveau Parti démocratique, tout juste à ma gauche, suivi d'Ariane Charbonneau du Bloc québécois, M. Vincent Leroux du Parti conservateur du Canada, M. Georges Mogiljanski du Parti populaire du Canada, Mme Karine Steinberger, voilà, j'ai réussi. Ça pourrait être Stein seulement. Oui, Stein. C'est ça que vous m'avez dit tout à l'heure. Donc, du Parti vert du Canada et M. Tim Watchorn du Parti libéral du Canada. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir à participer à ce qu'on considère un important exercice démocratique qui, souhaitons-le, vous permettra de mieux connaître vos positions sur les enjeux et les besoins de Saint-Colomban, mais aussi de la circonscription des Pays d'en Haut. Pardonnez-moi. Nous aborderons avec vous ce soir les thèmes suivants: le partage des revenus et les priorités d'investissement économique, l'environnement, la transition énergétique et les changements climatiques, la langue et la culture, le coût de la vie,
les droits civiques et l'immigration. Donc, comme je l'ai dit, il y aura 9 blocs de questions auxquels les candidats seront invités à répondre. Après chaque bloc, lorsque tous les candidats se seront exprimés, ceux-ci pourront se prévaloir, s'ils le désirent, d'un droit de réplique de 45 secondes. J'accorderai jusqu'à 4 droits de réplique par bloc de questions, donc 4 droits de réplique de 45 secondes. Évidemment, je vais être accompagné par Mme Sénécal. J'ai une oreillette à l'oreille, donc si vous ne me voyez pas, ou si je ne vous vois pas, ça ne veut pas dire qu'on ne vous a pas vu et qu'on ne me l'a pas mentionné à l'oreille. Donc, sans plus tarder, on va passer à la première question. C'est une question assez simple. On vous demande qui vous êtes, puis quelles sont vos motivations qui expliquent votre engagement dans cette campagne électorale fédérale. Donc, c'est une question personnelle. Nous, on cherche à savoir vos motivations. Vous avez 1 minute chacun pour répondre. Étant donné la nature de la question, oui, il y a Maëva aussi qui est à votre gauche. Merci beaucoup, l'oreillette est efficace. Donc, Maëva a le chronomètre. Donc, elle va vous indiquer le temps de question. Donc, vous avez 1 minute pour répondre. Étant donné la nature de la question, il n'y aura pas de droit de réplique pour cette question-là. On commence par M. Éric Abel Balland du Nouveau Parti démocratique. Qui êtes-vous, M. Balland, et quelles sont vos motivations? J'allais y répondre tout simplement et très honnêtement, ce sont vous, nos motivations. Nous sommes là aussi pour vous. Et puis d'une façon peut-être gauloise, si vous me permettez l'expression. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, vous la connaissez l'expression? Depuis tout petit, j'ai travaillé et j'ai œuvré, on m'a éduqué dans un milieu social de solidarité, d'entraide, ce que je continue de faire, ce que mes parents, mes grands-parents, ma famille m'a inculqué. Et je suis installé donc depuis bientôt 25 ans, donc entre Montréal et les Laurentides, installé depuis 5 ans permanent d'une façon permanente donc à Morin Heights, avec l'envie de vous représenter. Ce que j'ai toujours fait, travailler pour les gens, pas que pour moi, justement être le porte-parole des personnes qui nous font confiance, savoir vous écouter et puis servir, j'allais dire, la population. On parlait de la relève là tout à l'heure. J'ai travaillé dans le milieu des arts et de la culture comme formateur, comme gestionnaire d'entreprises culturelles, toujours pour mettre les artistes en avant, par exemple, le développement communautaire, l'accès à la culture pour tous sont des valeurs essentielles. C'est pour cette raison-là que je me présente comme un influenceur, justement, auprès des grands partis qui monopolisent aussi Merci beaucoup, M. Balland. La minute est déjà échue, ça va aller vite. On pourra le développer. Ne m'en tenez pas rigueur ce soir, je serai le gardien du temps, et ça se peut que je vous coupe la parole. Mais je ne vous en veux pas personnellement. C'est pour respecter vraiment le décorum et surtout l'équité entre les candidats. Madame Ariane Charbonneau du Bloc québécois. Oui, d'abord, merci de l'invitation. C'est vraiment chouette qu'on ait cette occasion-là de débattre. Je me présente, je suis Ariane Charbonneau, je suis une femme de cœur et d'action. Je suis avocate. J'ai commencé en droit municipal, en droit de l'environnement, puis ensuite j'ai fait un MBA qui m'a amenée à travailler au sein du multinational, à vraiment élaborer des partenariats commerciaux. Puis ensuite, je suis revenue au Québec et j'ai marié, en fait, l'expertise en développement des affaires avec le droit. Et j'ai eu le privilège de diriger pendant presque 13 ans l'organisme de vulgarisation juridique Éducalois. Puis je dirais que le fil conducteur à travers tout ça, c'est mon moteur, c'est toujours trouver des zones d'intersection entre les gens, entre les différentes parties. Puis mes équipes le savent, je disais toujours 1 + 1 = 3. Puis c'est cette facilité à faire des alliances et cette approche constructive-là que j'ai envie d'emmener à Ottawa pour nous, pour les gens des pays d'en haut. Merci beaucoup, Mme Charbonneau. M. Vincent Leroux du Parti conservateur du Canada. Bonjour, moi c'est Vincent Leroux. Je suis ingénieur de formation. J'ai passé le plus tard de ma carrière, j'ai passé 16 ans chez Hydro-Québec. Là, j'ai une entreprise de génie conseil depuis bientôt 5 ans. Je fais du génie conseil dans les Laurentides depuis ce temps-là. Depuis que je suis né, quand j'étais plus jeune, on était bien impliqué dans les scouts. On a toujours fait des projets en environnement, que ce soit ramasser vidange sur le bord de l'autoroute. On a fait de l'arrachage d'herbes à poux dans les rues de Prévost. On a planté des arbres tout le long de la 15 pendant quasiment 7 ans. J'ai planté personnellement 300 000 arbres. Après ça, on a nettoyé les sentiers du Parc des Falaises avant que ça devienne le Parc des Falaises, puis que les sentiers étaient en train de disparaître. On a nettoyé la gare de Prévost, on l'a pris de l'État délabré à État local utilisable.
Fait que finalement, toute ma vie, j'ai eu une implication sociale dans le comté. Puis là, depuis 5 ans, je mène de front un projet de développement à mes frais qui vise à développer un robot pour enlever des plantes aquatiques envahissantes des lacs, le Philadelphie, entre autres. En terminant. Fait que c'est comme me ça. voici, je vais aider le comté là-dedans. Monsieur Georges Mogiljanski du Parti populaire du Canada, vous avez une minute. Je suis technologiste médical à la retraite, un bénévole et un bon vivant. Ces dernières années, nous avons été témoins d'abus où sommes devenus nous-mêmes victimes de nos propres représentants gouvernementaux qui ont systématiquement manqué au respect de la transparence, de la responsabilité financière, de la paix et de la justice. Nous sommes devenus soumis à une règne d'oppression, de division et de corruption. Cette guerre délibérée contre les droits des personnes m'a donné le courage de me lever, de parler et de prêter serment, de servir non seulement les gens de ma circonscription, mais tout le monde. C'est un appel auquel je ne peux refuser de répondre. Révolté par ce type de politique et les gens qui l'appuient, j'ai choisi le Parti populaire du Canada. Il est de mon devoir de vous montrer qu'à l'heure actuelle, le Parti populaire est un choix réel et le seul. Merci beaucoup. Madame Karine Steinberger, du Nouveau Parti démocratique, la parole est à vous. Non, Du Parti vert du Canada. on va finir par faire équipe. Je pense que ça va me Il y coller a de 2 toute façon. représentants de NPD. Le Parti vert du Canada. On va faire équipe bientôt. Le Parti vert, je le sais, c'est gênant. Le Parti vert du Canada. Le Parti vert du Canada. C'est Je bon. vais le bonifier 2 fois jusqu'à la fin. C'est bon. Je vais le dire plusieurs fois moi aussi, comme ça va rentrer. Moi, en fait, j'ai été en technique d'urbanisme, design de mode, de gestion d'entreprise, démarrage d'entreprise, artiste. J'ai plusieurs trucs, mais à un moment donné dans ma vie, j'ai décidé que je voulais changer ma vie, mon mode de vie pour être bien, ce qui a fait que j'ai choisi le territoire ici. Ça fait 13 ans que j'ai acheté ma maison tout seul parce que je voulais monter des montagnes, nager dans les lacs. Ça me fait du bien. Puis j'ai vu que la culture francophone et particulièrement la région pourrait me permettre de m'épanouir en tant qu'artiste. Et aussi la communauté, que je suis bénévole dans un organisme, je suis bénévole maraîchère. J'aime beaucoup rencontrer les gens. Ils me touchent, je veux les aider. Puis c'est pour ça que je me présente, pour essayer d'aller chercher des leviers pour vous représenter, puis aller pousser vos rêves, vos projets, puis améliorer notre qualité de vie. Puis c'est une nouvelle circonscription. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas qu'on pourrait peut-être tourner ça vers le vert. Déjà Ça pas ferait mal du vert. bien, ça ferait du changement, ça donnerait honneur à notre belle région. Mon micro n'était pas correct. Oui, exact. Il Ah. faut faire attention. OK. C'est J'espère que vous m'avez quand même entendu. Donc, mon temps est écoulé. Merci, Madame la candidate du Parti vert du Canada. Monsieur Tim Watson du Parti libéral du Canada. Une Oui, minute. bonjour tout le monde, bonne soirée. Puis, écoutez, moi, j'aimerais féliciter tous les candidats qui sont ici ce soir pour se présenter en politique. Mais en fait, à plusieurs reprises, là, ça prend du courage, donc je vous félicite tout le monde d'être ici ce soir. Moi, je suis Tim Watson, je suis un ingénieur. Je suis le maire de la municipalité de Mornay depuis 16 ans, préfet suppléant à la MRC des Pays d'en haut depuis 8 ans. Et ma famille s'est établie ici en 1850, puis on n'est jamais parti. Fait qu'on aime la place. Je suis un rassembleur qui fait des projets pour livrer la marchandise. Moi, ceux qui connaissent la ville de Sainte-Adèle, vous connaissez le complexe sportif. On a fait bâtir à 9 municipalités un complexe sportif de 45 millions de dollars. On a fait un terrain de soccer synthétique qui profite à FC Boréal, qui fait partie de Saint-Colomban. On a construit un chalet qui s'appelle le Chalet Bellevue, notre centre communautaire, et une résidence pour personnes âgées de 30 unités qui va ouvrir au mois de mai. J'ai œuvré la plus grande partie de ma carrière dans la politique municipale pour améliorer la vie des gens. Puis si je m'en vais à Ottawa, je vais continuer à le faire. Merci, M. Watchorn. On passe à la question 2. Même après plus de 10 ans en politique municipale, j'ai encore personnellement de la difficulté à saisir l'influence et le pouvoir réel au quotidien d'une ou d'un député fédéral pour les citoyens. Quelles compétences, quelle expérience possédez-vous qui vous permettrait rapidement de tirer votre épingle du jeu à la fois comme parlementaire, mais aussi comme personnalité capable de pousser des dossiers pour le bénéfice de vos électeurs? Autrement dit, le fédéral est assez loin des problèmes concrets que vivent les gens. Selon votre perspective, qu'est-ce que le palier fédéral doit faire pour augmenter sa pertinence auprès de la population? On commence, vous avez 1 minute 30 pour y répondre. On commence avec avec Mme Ariane Charbonneau du Bloc québécois. À vous la parole.
Intéressante question, M. le maire. Je pense qu'il y a une question de pédagogie là, dans ce qu'on est en train d'aborder. Le rôle du député fédéral, en fait, il est à 2 niveaux. Il y a un rôle, parce qu'on passe 26 semaines par année à Ottawa, puis 26 semaines dans la circonscription. Donc, c'est presque 2 jobs à temps plein. Ça demande vraiment comme habileté d'être multitâche minimalement, beaucoup d'énergie. Et je pense qu'il faut être capable à la fois d'abord d'être les antennes, la sentinelle pour aller voir qu'est-ce qui se passe comme fonds qui sont disponibles à Ottawa pour notre circonscription. Donc, des fonds de tiroir, on connaît des programmes qui sont très importants déjà actuellement, comme le Fonds pour le développement des collectivités, Jeunesse Canada Travail, le programme Nouveaux Horizons pour aînés. Donc, s'assurer d'être la courroie de transition, en fait, avec les municipalités, ça, là, c'est un rôle fondamental. Le deuxième, c'est quand on est dans la circonscription, prendre à cœur de simplifier la bureaucratie fédérale. Tous ceux qui ont des problèmes avec l'assurance-emploi, avec les pensions de vieillesse, avec les questions d'immigration, l'accueil des réfugiés. Puis ça, je vais vous dire, au Bloc québécois, l'équipe de bloquistes dans les Laurentides font un job extraordinaire à ce niveau-là. Puis la troisième chose, c'est d'améliorer les projets de loi qui sont mis sur la table, de contribuer dans les comités, les travaux parlementaires. Puis il faut savoir qu'il y a des compétences particulières à Ottawa. Donc, on ne va pas parler de réfection de route, de construction d'aqueducs, mais on va être là pour discuter de tout ce qui est développement économique, langues officielles, immigration. Et j'en passe. Je pense que mon temps est terminé, donc je veux juste dire que c'est vraiment aussi des enjeux nationaux qui sont là à être discutés. Merci, Mme Charbonneau. Monsieur Vincent Leroux, maintenant, à votre tour du Parti conservateur du Canada. Dans mes expériences de travail passées, j'ai surtout travaillé sur des très gros projets comme la Romaine, des choses comme ça, dans des équipes de travail qui sont immenses. Là. Fait que c'est un peu comme ça que je vois la fonction fédérale. On se retrouve à Ottawa, puis là, il faut si on veut réfléchir sur des projets de loi ou sur des programmes qui vont permettre d'aider à certains niveaux plusieurs personnes dans notre comté. Fait que moi, mon rôle, finalement, c'est d'être vraiment le point de contact entre les projets, les intervenants locaux, ici dans le comté, puis les différents ministères à Ottawa. Fait que moi, j'ai l'habitude de travailler avec des normes, lois et règlements. Fait que, puis le travail de député à Ottawa, c'est beaucoup de créer ces types de documents-là. Puis je pense qu'à cet égard-là, je serais plutôt performant. Puis c'est à peu près ça, là. Merci beaucoup. Monsieur Georges Mogiljanski, maintenant du Parti populaire du Canada. En tant que chauffeur pour un bureau de bénévoles, j'ai renforcé ma connaissance de cette vaste circonscription, tout en découvrant au moins une vingtaine de communautés ainsi qu'un territoire non organisé. Là où le GPS ne fonctionne pas ou n'est pas fiable, vous pouvez trouver les gens incroyables et sympathiques. Parfois, ils étaient obligés de quitter leur vie ailleurs, à la recherche d'un mode de vie beaucoup moins cher. Il y a des friperies, au moins 5 à Saint-Adèle, des banques alimentaires et des services sociaux mobiles conçus pour venir en aide aux personnes isolées. Les infrastructures publiques ou privées souffrent beaucoup à cause des intempéries, et cela tout au long de l'année. La MRC des Pays-d'Anneau est la seule sur 5 à ne pas partager ses municipalités avec les autres circonscriptions fédérales. Parmi les fonds et programmes offerts par la MRC des Pays-d'Anneau pour stimuler l'économie régionale, à l'heure actuelle, 5 sont soit suspendus, soit résiliés. En tant que député fédéral, je veillerai à ce que notre programme politique donne un coup de main, si nécessaire, aux gens d'ici. Merci beaucoup. Madame Karine Steinberger, du Parti vert du Canada. Yes. Moi, en particulier, je fais partie de vous. Je suis citoyenne, j'utilise les organismes, je côtoie les gens de la ville, je suis travailleur autonome. Donc, puis j'ai travaillé dans des équipes énormes, puis je sais que l'essentiel, c'est d'écouter. Fait que c'est sûr que je ferais le lien entre vous et la Chambre des commerces, la Chambre des communes, pardon. Puis, il y a beaucoup de sujets que moi, je vais aller pousser. Ça va être pour vous avantager que vous, comme le logement, baisser le coût du panier, mais les meilleurs... je veux des projets innovateurs aussi qui vont peut-être prendre place parce que des fois, on tourne tout le temps en rond sur les mêmes sujets. Donc, je veux vraiment emmener votre énergie puis vos besoins
à la Chambre des communes, puis autant pour pousser pour les lois, faire chien de garde, aussi pour pas qu'il y ait des lois qui passent qui sont contre nous, en fait, puis les subventions pour qu'ils se retrouvent en région, parce que souvent, ça se ramasse souvent dans les milieux plus urbains comme Montréal. Fait qu'il faut les attirer, faire un support aux villes pour pouvoir atteindre leurs objectifs aussi. Donc, c'est pas mal. Hey, je vois que je vous paye pas mal de temps, fait que je vais continuer à jaser. Ben, c'est ça. J'essayais de me dépêcher, mais c'est ça. Je veux beaucoup aider les organismes puis les villes aussi, là, un support administratif, des subventions aussi pour pousser vos projets, puis aussi pour l'immobilier, mais pour le logement vraiment abordable. Puis j'ai d'autres sujets, mais ça, je pense qu'on va pouvoir en parler plus tard parce qu'il me reste 20 secondes. Voilà. Merci beaucoup. M. Tim Watchorn du Parti libéral du Canada. Merci beaucoup. Bien, un député fédéral doit être la voix de sa région à Ottawa. C'est ça qui est le plus important. Il doit connaître les priorités de toutes ces municipalités de la circonscription, puis il doit travailler en équipe avec le gouvernement du Québec pour s'assurer que l'argent qui est à Ottawa atterrit dans les coffres des municipalités pour faire leurs projets. C'est ça qui est le plus important. Je l'ai vécu de l'autre côté. Quand les deux paliers de gouvernement se chicanent pour savoir qui va mettre le plus de conditions pour une subvention versus un autre, bien, le problème, c'est que l'argent atterrit jamais dans les coffres de la municipalité. Fait que moi, je vais travailler dans ce sens-là. Ayant l'expérience et la frustration de ces deux paliers-là, je sais comment lisser ces choses-là pour que l'argent arrive au bon port. Je pense également qu'il faut connaître son milieu. Hein? Moi, j'ai été président du garde-manger des Pays d'en haut qui œuvre dans la sécurité alimentaire. Donc, la pauvreté dans notre région, il y en a, puis il faut y voir. J'ai été président également du comité de sécurité incendie de la MRC des Pays d'en haut, puis ça, c'est des enjeux majeurs au niveau de sécurité incendie, parce qu'on a des pompiers qui sont, ils appellent des pompiers volontaires, là, mais c'est des pompiers à temps partiel, puis on arrive presque jamais à atteindre nos objectifs au niveau du schéma de couverture de risque. J'ai également été membre du CA du TACL. Le TACL, c'est le transport adapté et collectif des Laurentides. Bien, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de transport adapté ni collectif dans les Laurentides. Il faut absolument développer ça si on veut atteindre nos objectifs de gaz à effet de serre. Puis je suis également membre de la SOPER. La SOPER, qui est la Société de protection des sentiers et des parcs des Laurentides, dont j'ai une bonne connaissance du milieu afin de tout amener ces connaissances-là à Ottawa pour travailler pour vous. Merci, M. Watchorn. M. Ballant, maintenant, du Nouveau Parti démocratique, vous avez 1 minute 30. J'allais rajouter, je n'ai pas l'expérience de ces connaissances de terrain n'étant pas encore élu, mais je compte bien y parvenir. Justement, le rôle de député, si vous me l'accordez, sera d'abord d'être à votre écoute. Et la connaissance de la circonscription commence par la connaissance de ses habitants, de ses résidents. Donc, allez vous écouter, allez vous rencontrer et puis être votre porte-parole, justement pour monter vos voix, la voix locale, la voix des habitants, des habitantes, et puis aussi des visiteurs et des élus locaux, des municipaux, tout comme les élus du niveau provincial. On a ce rôle d'intermédiaire et d'influenceur aussi, avec différents programmes qui sont de type fédéraux, qui viennent compléter parfois aussi les compétences provinciales, ne pas se marcher les uns sur les autres, mais avoir un rôle complémentaire et de porte-parole entre les élus locaux des différents paliers de gouvernement. Donc c'est dans cet esprit-là que je compte développer ces différentes compétences pour vous représenter et puis vous proposer aussi, vous parliez de fonds de tiroir tout à l'heure, il existe effectivement des programmes qui sont méconnus et c'est aux députés de la Chambre des communes d'aller les chercher et les mettre en pratique, justement parce qu'il y a des résidents qui ont des besoins locaux. On n'imagine pas les fonds disponibles qui ne sont pas utilisés. Donc il y a aussi cette notion d'information, de divulgation et d'utiliser les bonnes personnes et les bonnes finances au bon endroit avec les bonnes subventions pour les bons projets. Merci beaucoup. Difficile de faire des droits de réplique là-dessus, fait que je pense que je vais bonifier. J'ai envie de vous demander de bonifier davantage. La question là, s'appliquait directement sur qu'est-ce qu'elle peut faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour la population? Qu'est-ce que dans vos différents programmes, qu'est-ce que les programmes de vos partis ont ciblé directement sur la population pour les aider au quotidien? Puis là, ça va aller vite, c'est celui qui lève le doigt qui parle. Oui, M. Ballant. M. Watchorn ensuite. 45 secondes, s'il vous plaît. J'ai une réponse très concrète, justement, parce que là, vous m'offrez comme un plateau. Nous, le NPD, nous avons des propositions vraiment directes qui correspondent aux besoins de la crise actuelle, et la crise économique aussi, qui va toucher malheureusement, ou j'espère pas trop non plus,
chacun d'entre nous, avec des mesures de protection de l'emploi, de bonification de l'assurance emploi, mais aussi d'abord en commençant par l'épicerie, que chacun puisse remplir son frigo correctement et manger correctement. Ça correspond avec une mesure fédérale à un résultat concret sur le local et combler certaines lacunes avec du concret. Merci beaucoup, M. Watchorn. Bien, moi, je pense que la crise du logement affecte tout le monde dans les Laurentides. Nous avons des travailleurs là, qui travaillent dans les centres de ski, les restaurants. Il n'y a aucune place pour rester. Notre gouvernement va construire 500 000 logements par année, des logements qui sont abordables, puis ils vont permettre à nos travailleurs ici, dans les Laurentides, d'avoir une place où rester, un toit par-dessus leur tête, parce que présentement, ils sont obligés d'aller vivre à Saint-Jérôme ou ailleurs, puis je pense qu'on est capable de les loger chez nous. Il y avait Mme Steinberger du Parti vert du Canada et avait ensuite le Parti conservateur. Il avait levé la main, malheureusement, selon ce que l'oreillette me dit. Donc, c'est bon? Oui, à vous la parole. Oui, bon, ben oui, c'est sûr que le gros problème, c'est les besoins essentiels, donc le logement puis l'accès au bon panier d'épicerie qui nous garde en santé. Donc, le Parti vert du Canada, ben il y a l'objectif de construire des logements abordables, mais aussi d'utiliser la population locale pour les construire. Et aussi, il y a l'unité d'habitation accessoire qui viennent avec ça, que je pourrais expliquer un peu plus davantage si j'avais plus de temps. Mais il y a aussi l'imposition équitable, de pouvoir monter jusqu'à 40 000 pour que les gens puissent payer moins d'impôts et avoir plus d'argent dans leur poche pour pouvoir avoir un meilleur pouvoir d'achat, pour encourager les commerces locaux, ce qui est super important pour qu'on puisse faire vivre l'économie sur le terrain. Voilà. Merci, Mme Steinberger. M. Leroux, du Parti conservateur du Canada. En fait, il y a un gros problème en ce moment de manque de logement. Là, puis principalement, il y a des belles promesses qui sont faites à l'effet qu'on va pouvoir construire dans les Laurentides beaucoup de nouveaux logements, mais la plupart des structures d'égouts, d'aqueducs de toutes les villes et municipalités dans le pays d'en haut sont présentement à maximum de capacité. Fait que le problème de manque de logement ici, c'est un problème qui date, qui a été produit en fait par une immigration incontrôlée des 4-5 dernières années. On se retrouve avec ce problème de logement-là actuellement. Fait que là, ce qu'on s'enligne, il faudrait surtout faire en sorte de réduire l'immigration, de donner les manettes de l'immigration au Québec, si on veut, pour qu'on puisse finalement absorber déjà les immigrants actuels. Merci, M. Leroux. Question 3 maintenant. Comment comprenez-vous le partage des compétences entre les différents paliers gouvernementaux? Puis c'était quasiment votre conclusion à votre droit de réplique, M. Leroux. Il y a des partis ici présents qui n'hésitent pas à générer de la confusion entre les paliers de gouvernement pour gagner en popularité. Peu de gens savent que les municipalités sont responsables de près de la moitié des infrastructures au Canada, alors que c'est le palier qui collecte le moins de revenus. Ces infrastructures sont essentielles dans la vie des gens, égouts, aqueducs, routes, transports collectifs, ponts notamment. Il y a un déficit d'entretien et de financement important en termes d'infrastructures. Comment comptez-vous agir pour fournir des infrastructures à la hauteur des attentes de la population et des villes en croissance démographique, comme il en existe dans votre circonscription? On commence justement avec vous, M. Leroux, du Parti conservateur du Canada. Vous avez 1 minute 30. À vous la parole. Donc, on répète la question. Qu'est-ce qu'on va faire pour aider les villes à améliorer leur infrastructure? Il y a un fonds, l'ancienne taxe de gaz qui existe, c'est 2 milliards par année. C'est un fonds qui est prévu pour aider justement les municipalités à faire des réflexions si on veut, sur toutes les infrastructures, que ce soit de transport ou d'aqueduc ou d'égouts. À part de ça, est-ce qu'il y a d'autres fonds? En partant, en ce moment, on a un gouvernement qui présente un déficit au-delà de 65 milliards. Ça, c'est un déficit annuel sur la carte de crédit. Là, on est rendu à un point où juste le service de la dette va éclipser toute possibilité de réussir de financer ça, ces types de travaux-là. Au Parti conservateur, juste en ramenant une saine gestion dans le gouvernement actuel, on va arriver à générer des sommes qui pourront être utilisées à aider les municipalités au Canada pour leur permettre d'accueillir les immigrants qu'on impose indirectement. Merci beaucoup, M. Georges Mogiljanski, maintenant du Parti populaire du Canada. D'abord, une réduction des impôts sur le gain en capital de 50% à 0%. Nous éliminerons les barrières au commerce interprovincial. Cela augmenterait également la concurrence, ferait croître la productivité et unira notre pays, tout en diminuant notre dépendance envers le marché américain.
Nous éliminerons toutes les interventions gouvernementales qui soutiennent ou favorisent injustement certaines entreprises ou certains secteurs d'activité. Nous réduirons progressivement au cours du mandat le taux d'imposition des entreprises de 15 % qu'il est aujourd'hui à 10 %. Nous modifierons la cible d'inflation de la Banque du Canada de 2 % à 0 %. Cela freinera l'inflation dans tous les secteurs, y compris le logement. Nous respectons les responsabilités des gouvernements locaux et provinciaux en matière de logement. Merci. Merci beaucoup, Mme Karine Steinberger du Parti vert du Canada. Peux-tu me répéter la question? Oui. Comment comprenez-vous le partage des compétences entre les différents paliers gouvernementaux? Il y a des partis ici présents qui n'hésitent pas à générer de la confusion entre les paliers de gouvernement pour gagner en popularité. Par exemple, on mélange les compétences. Peu de gens savent que les municipalités sont responsables de près de la moitié des infrastructures, alors que ce sont les gouvernements qui collectent le moins de revenus, là, à même les différents types de taxation. Ces infrastructures sont essentielles dans la vie des gens, égouts, aqueducs, ponts, routes, transports collectifs, blabla. Il y a un déficit d'entretien et de financement important en termes d'infrastructures. Comment comptez-vous agir pour fournir des infrastructures à la hauteur des attentes de la population et des villes en croissance démographique, comme il en existe dans la circonscription, étant donné, c'est connu, là, il y a un déficit d'entretien des infrastructures au Québec, puis probablement au Canada. Déficit d'entretien, puis aussi une augmentation de la population, fait que l'utilisation va être encore plus accrue. C'est sûr que moi, j'ai un bénévole qui me remet à l'ordre pour mettre les limites, parce que je me suis présentée aussi en politique provinciale, fait que des fois, je mélange les lignes. Mais c'est sûr que, je le dis souvent, c'est autant les organismes et la ville, c'est eux qu'il faut aider. Il y a de l'argent qui reste dans les boîtes, qui ne sont pas utilisés. Je me suis assise avec un conseiller municipal à Sainte-Adèle qui me disait, justement, on n'a pas les ressources humaines pour faire les demandes de subventions. Fait que je me dis, ce serait bien d'emmener autant un renfort, un support administratif pour aller chercher cet argent-là, puis aussi d'aller augmenter le budget pour pouvoir aider les villes, surtout qui ont une population plus grande. Donc, un ratio aussi avec la quantité de population sur le terrain, ça pourrait beaucoup aider, justement. Voilà. Merci beaucoup. M. Watchorn du Parti libéral du Canada. Bien, merci. Je pense que je comprends très bien le partage des responsabilités entre les municipalités, la province et le pays. Là. Écoutez, comme municipalité, là, on a des projets qu'on met de l'avant, puis c'est toujours du travail en équipe. Hein? Il faut travailler avec le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral pour arriver à nos buts. La Fédération québécoise des municipalités a réussi à négocier avec le gouvernement du Québec 1 point de pourcentage sur le TPS pour diversifier le financement un peu des municipalités. TVQ, excuse-moi, merci. Et je pense que le gouvernement fédéral devrait faire quelque chose de similaire. Ça prend une diversification des revenus afin qu'on ne soit pas toujours poigné avec la taxe foncière. De là, la TPS. Vous avez tout compris? OK. Et c'est exactement ça. Je vous donne un exemple. Le centre sportif des Pays d'en haut, là, ça a été bâti avec l'argent des municipalités, l'argent de la province et l'argent du Canada. 10 millions du Canada, 10 millions des provinces et le reste financé par les municipalités. C'est une infrastructure qu'on avait besoin et qu'on a mis au service de la population. Puis c'est un exemple de travail en équipe qu'il faut faire. Je vais vous en donner un autre. On a construit à Moore Knights 30 logements pour aînés. Les gens à Moore Knights étaient obligés d'aller ailleurs quand ils n'étaient plus capables de s'occuper de leur maison. Ça n'a aucun bon sens. On a travaillé ensemble, on a travaillé en équipe avec le CIS, avec le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, puis on a réussi à faire le financement pour 30 unités de logement. Donc, les gens de 75 ans et plus qui veulent rester à Moore Knights, présentement, ils peuvent le faire, puis c'est de même qu'on va réussir à atteindre nos objectifs. Merci, M. Watchorn. M. Balland du Nouveau Parti démocratique, 1 minute 30. J'allais aller sur l'esprit partage des responsabilités, du travail ensemble, justement de la concertation, mettre à bas certaines barrières, avoir peur des fois de se rencontrer ou de garder chacun son château fort pour soi. Au contraire, il faut lutter contre ça. Cette communication entre les différents paliers de gouvernement, nous les députés fédéraux, on doit avoir un rôle actif justement pour expliquer qu'on doit travailler ensemble en termes complémentaires de compétences, bien sûr, mais aussi pas uniquement du financement. Avoir cette intention de bonnes relations, non pas, quels que soient les partis politiques et quelle que soit la couleur du député élu, il est là pour tous les concitoyens de toute la circonscription. On doit avoir ce rôle proactif de travailler ensemble avec les constructions. Enfin, je pourrais détailler des exemples d'infrastructures, mais votre question précise, c'était le partage des responsabilités. Le début essentiel,
de la question, c'est travailler ensemble et que chacun respecte sa place avec les moyens dont il va pouvoir se doter, puis avoir cette bonne volonté constructive, justement, de répondre aux besoins de la population. C'est vrai, vous avez cité des exemples des différents paliers de gouvernement qui ont œuvré pour la majorité des populations, des intérêts communs qui servent à tout le monde, quelle que soit la couleur politique. Merci beaucoup, Mme Ariane Charbonneau, maintenant du Bloc québécois. Oui, j'avais hâte de répondre à cette question-là. Il y a des partis, vous dites, qui mélangent les compétences. On se demande lesquelles. C'est l'éléphant dans la pièce de parler du déséquilibre fiscal. C'est la question fondamentale ici. Le fédéral a les moyens de récolter beaucoup de sous, mais plus que ses propres responsabilités lui coûtent. Ça fait qu'il use d'ingéniosité, bien souvent, le gouvernement fédéral, pour dépenser dans des domaines qui ne le concernent pas. Par exemple, pendant le dernier règne des libéraux, on est allé dans l'assurance dentaire, dans le régime médicaments, dans les bourses universitaires, dans même décider la division des pièces dans un quadriplex. Alors, d'un côté, comme le disait M. le maire, il y a des besoins croissants dans les municipalités, criants, les missions sont de plus en plus lourdes, puis on n'est pas en mesure d'aller chercher des nouveaux revenus, puis Québec est pris en sandwich entre les deux parce que c'est, selon la loi suprême, qui est la Constitution, ça relève du Québec de pouvoir subventionner des infrastructures, etc. Alors, la position du Bloc, c'est la même que celle de l'Union des municipalités du Québec, de l'UMQ, dont fait partie aussi Morin Heights. C'est de... Vous n'êtes pas de l'UMQ? Ah, je suis désolée. C'est de permettre, en fait, que le transfert qui est dû par le fédéral dans des champs de compétences du Québec soit fait sans condition. Et en fait, c'est vraiment un trait très clair du Parti libéral de centraliser et d'enlever l'autonomie municipale pour centraliser des pouvoirs qui ne le concernent pas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de répliquer là-dessus? Ou c'est moi qui bonifie? Moi, je ne vous invite pas à me laisser bonifier parce que je peux vous cibler. Mais c'est intéressant ce que Mme Charbonneau a mentionné parce qu'effectivement, il y a une guerre de compétences entre le fédéral et le provincial. Puis on ajoute toujours des conditions avant d'émettre l'argent. Puis le Québec a ce statut particulier-là. Le fédéral ne peut pas parler directement aux municipalités. Il faut qu'il s'entende avec le provincial. C'est un désavantage que les autres provinces au Québec n'ont pas. Et il y a des milliards qui dorment dans les comptes. Puis ultimement, c'est la population qui en paie le prix. Est-ce que vos partis ont pris des positions précises à cet effet-là? Monsieur Mogil-Jansky, du Parti populaire du Canada. Merci. Nous éliminerons tous les autres programmes qui font double emploi avec les programmes provinciaux ou empiètent sur les compétences provinciales afin de concentrer les dépenses sur les responsabilités fédérales de base. Merci. Monsieur Watchorn. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment trop de conditions à Ottawa envers Québec. C'est quelque chose qu'il faut travailler. Il faut que l'argent qui dort au fédéral dans plein de programmes atterrisse dans les coffres des municipalités pour qu'ils fassent leur programme, leur projet. C'est très important. C'est sur ça qu'on va travailler à Ottawa. J'ai l'expérience. De l'autre côté, la frustration, il faut que ça arrête, puis il faut que l'argent arrive à bon port. Madame Charbonneau, vous vouliez répliquer? Bien, oui, je trouve ça intéressant ce que mon collègue dit du Parti libéral parce que s'il se présente pour un parti qui a toujours imposé des conditions avant de faire des transferts. Alors, si on parle qu'on recherche l'autonomie municipale, bien, moi, je vois une incohérence là, ici. Madame Steinberger, je suis Parti vert du Canada. Je fais du pouce un peu. Autant libéral que le Bloc québécois sont présentement à la Chambre de commerce commune en ce moment. Ah, on a chacun notre lapsus ce soir. Oui, hein, c'est bon. Puis je pense qu'en fin de compte, le problème est là. Fait que je pense qu'il faudrait un peu de changement, puis de diversité, puis de vraiment avoir l'œil pour pouvoir emmener l'argent justement sur notre terrain ici, puis en profiter vraiment pleinement, plutôt que de dire on va le faire. En dernière réplique, M. Balland. Je vais rajouter simplement 2 mots sans vouloir choquer justement, et je vais oser l'employer. On parle de compétences locales, de compétences provinciales, de compétences fédérales. Il faut bien s'entendre sur le rôle que peut prendre parfois le fédéral lorsque des incompétences provinciales sont développées et qui peuvent faire du mal à beaucoup plus de monde. Merci beaucoup. Je peux répliquer moi aussi? Vous trouverez le moyen d'intégrer ça dans une autre question.
La question 4. Ce n'est pas un secret pour personne, l'économie canadienne actuellement est soumise à des pressions exceptionnelles. Pour chaque crise, évidemment, il y a des opportunités. C'est d'ailleurs la définition chinoise du mot crise. Et c'est notre capacité à les trouver qui nous permettra de connaître du succès ou non. Avec votre connaissance de l'économie actuelle, existe-t-il des opportunités économiques et industrielles mal exploitées actuellement qui devraient être développées et mises de l'avant davantage dans la circonscription des pays d'en haut? Quelles sont les stratégies d'investissement que votre parti mettra de l'avant pour améliorer la capacité du pays à manœuvrer en eau trouble? Quelle place accordez-vous à la recherche et au financement du savoir? Vous avez 2 minutes 30 pour répondre à cette question-là. Il y a 3 éléments dans la question. Si jamais vous avez besoin de répéter, ça va me faire plaisir de le faire. Je vais essayer de le faire rapidement. Donc, on commence avec M. Georges Mogiljanski du Parti populaire du Canada. À vous la parole. Merci. Voici en gros le plan du Parti populaire du Canada. D'abord, une réduction des impôts sur le gain en capital de 50% à 0%. Nous éliminerons les barrières au commerce interprovincial. Cela augmenterait également la concurrence, ferait croître la productivité et nuira notre pays, tant en diminuant notre dépendance envers le marché américain. Nous éliminerons toutes les interventions gouvernementales qui soutiennent ou favorisent injustement certaines entreprises ou certains secteurs d'activité. Cela inclut le sauvetage d'entreprises défaillantes, prêts conditionnels et garanties de prêts assortis d'une subvention implicite et les crédits d'impôt. Nous réduirons progressivement au cours du mandat le taux d'imposition des entreprises de 15% qu'il est aujourd'hui à 10%. La gestion de l'offre. Nous supprimerons progressivement le système de gestion de l'offre sur plusieurs années afin de permettre aux agriculteurs de s'adapter et les compenserons pour la perte de valeur de leurs quotas. Ça permettra aux producteurs de lait, d'œufs et de volailles du Canada d'innover, de prospérer et de vendre leurs produits à l'étranger. Santé. En pratique, Ottawa abandonnera sa taxe sur les produits et services de TPS et laissera les gouvernements provinciaux et territoriaux occuper cet espace fiscal. En 2024-2025, le TPS devrait générer des revenus d'environ 52 milliards de dollars, soit le même montant transféré par Ottawa pour le financement de la santé. Politique fiscale. Nous modifierons la cible d'inflation de la Banque du Canada de 2% à 0%. Cela freinera l'inflation dans tous les secteurs, y compris le logement. Merci. Merci beaucoup. Madame Steinberger, du Parti vert du Canada, 2 minutes 30. Je vais te demander de répéter la question, Oui. s'il te plaît. Actuellement, vous le savez, on est soumis économiquement à des pressions exceptionnelles. Moi, je veux savoir si, selon vous, il existe des opportunités économiques et industrielles mal exploitées sur le territoire de la circonscription des Pays d'en haut. C'est quoi votre stratégie comme parti pour promouvoir l'économie dans les Laurentides? On pourrait la vulgariser comme ça. Ouais. C'est quoi les stratégies d'investissement que votre parti mettra de l'avant pour améliorer la capacité du pays à manœuvrer dans ces conditions-là? Bien, le Parti vert du Canada mise beaucoup sur les citoyens dans le sens que le potentiel qu'il y a et aussi la résilience. En fait, en ce moment, on a trop une dépendance avec nos voisins. Donc, ça serait de mettre vraiment l'énergie, le focus, les subventions pour pouvoir avoir une résilience sur notre territoire et de proximité, que ce soit d'aider les commerces locaux, les travailleurs autonomes ou même les gens qui ont besoin de logement, d'avoir accès à une propriété, d'avoir aussi une certaine éducation sur comment faire pousser ses légumes, comment bien économiser. Ça serait de donner le pouvoir entre les mains des gens qui vivent sur le territoire et de se trouver des solutions pour être résilients. Puis aussi d'aider à faire payer les pollueurs pour pouvoir donner de l'argent à ceux qui ont des projets innovateurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des talents, qui ont des connaissances, mais qui ne sont pas mis en plein potentiel parce qu'ils ont de la misère à vivre. Fait que c'est comme ça qu'on voit qu'on pourrait pousser. Donc, je dirais que c'est l'ingénierie humaine. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Watchorn du Parti libéral du Canada. Merci beaucoup. Bien, on sait tous que le Canada n'a pas respecté ses engagements au niveau des dépenses militaires.
Ça va être un engagement du Parti libéral dans les 5 prochaines années d'atteindre le 2 du PIB, puis peut-être même plus. On est chanceux ici. Juste à côté de la circonscription, on a Mirabel, la zone aéroportuaire là, qui peut être développée de façon intelligente pour que nous ayons notre part du gâteau de ces dépenses-là. Tu sais, il y a l'aéronautique, il y a toutes sortes de contrats qu'on peut avoir avec les fermes militaires, puis je pense que c'est quelque chose de bien, bien, bien important. Également, on a un beau projet ici à Saint-Colomban et à Saint-Jérôme, c'est l'Institut de véhicules innovants. C'est un projet qui permet de développer les technologies au niveau des batteries et des véhicules intelligents pour qu'on puisse avoir une belle économie et diminuer nos gaz à effet de serre. J'ai eu la chance de rencontrer le ministre Champagne ici avec les représentants de Novabus et de Génic, qui sont des compagnies qui sont très, très près d'ici. Et ils voient du potentiel au niveau de l'économie canadienne là, qu'on puisse investir chez nous pour garder les belles jobs chez nous. Je pense que ça, c'est la meilleure chose. M. Carney l'a dit, ça ne prend pas 13 économies, ça prend une économie canadienne. Puis il faut arrêter de toujours s'appuyer sur nos partenaires du Sud. On voit présentement que ce n'est pas des partenaires fiables. Puis moi, je vous dirais que c'est M. Carney qu'on a besoin pour nous piloter dans ce dossier-là. Puis moi, je vais être là pour m'assurer que dans les dépenses, bien, la circonscription des Pays d'en haut va avoir sa part de gâteau. Merci beaucoup, M. Watchorn. M. Ballant, maintenant, du nouveau Parti démocratique, 2 minutes 30. C'est bien, on va gagner du temps pour les répliques. Je ne l'ai pas évoqué là tout à l'heure. C'est vrai que la crise du logement, on la voit partout. Dans les villes en développement, justement, avec une nouvelle population comme aussi Saint-Colomban, je ne connais pas toutes les infrastructures locales, effectivement, mais je suis sûr que vous avez des besoins à satisfaire également, comme dans la plupart des villes importantes aussi, ou de moyenne importance partout dans les pays d'en haut. Donc ça commence par la création, la construction de nouvelles installations. Et ce que propose le nouveau Parti démocratique, c'est justement de mettre à disposition des terrains fédéraux, parfois méconnus, qui pourraient être vendus ou offerts justement à des entrepreneurs qui seraient encadrés, bien entendu, avec des conditions à respecter pour construire de nouvelles infrastructures d'habitation, ce qui engendre, bien entendu, de la création de nouveaux emplois, de nouvelles habitations utilisant des nouvelles ressources locales aussi, en matière de matières premières, comme pour construire comme l'aluminium, pour l'automobile, où vous parliez de l'aéronautique aussi tout à l'heure. Donc des métiers et des domaines comme la construction et le milieu industriel qui peuvent être développés grâce à un partenariat justement fédéral qui sera l'incubateur de création d'emplois, de l'utilisation des ressources locales et moins de dépendance avec notre voisin, j'allais dire de gaz orange aussi, sans faire de jeu de mots sur la couleur, qui sont aussi développeurs donc, de nouvelles technologies et créatrices d'emplois. Je pourrais parler du transport collectif également, ou le développement interrégion ou ferroviaire également, pas uniquement routier. Il y a des faiblesses aussi au niveau du transport ferroviaire. Il n'y a pas que le Est-Ouest. On pourrait développer aussi des infrastructures Nord-Sud ou Sud-Nord qui seraient intéressantes sur le plan environnemental aussi, et puis bien entendu, développement de l'emploi. Merci beaucoup, M. Ballant. Mme Charbonneau du Bloc québécois. Oui, quelle intéressante question. Ça me rejoint vraiment beaucoup parce que depuis les dernières semaines, je suis sur le terrain dans les 19 municipalités. Vous mentionniez qu'il y en a 20, moi je pense qu'il y en a 19, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Et ce qui m'a fascinée a priori, parce que je m'attendais à ce qu'on me parle beaucoup de la guerre tarifaire, mais du moins les gens d'affaires, les citoyens sont interpellés par le coût de la vie, mais les gens d'affaires m'ont témoigné leur vision et leur volonté de voir là-dedans une occasion d'affaires. Donc, s'il y a une bonne chose dans ce qui se passe avec notre voisin du Sud, c'est qu'il nous a développé un sentiment nationaliste qu'on n'avait pas vu, du moins depuis la COVID. Les gens ont beaucoup envie d'acheter local, magasiner local, faire visiter local. Et c'est vrai pour les gens du Québec.
C'est vrai pour les gens du Canada qui n'ont pas envie d'aller aux États-Unis. C'est vrai pour les Américains qui ont un super dollar pouvoir d'achat par rapport à notre dollar canadien. Alors, étant un pôle récréo-touristique vraiment emblématique dans les pays d'en haut, il y a quelque chose d'assez naturel là, de pouvoir profiter de la situation qui est particulière actuellement. Par ailleurs, nous, au Bloc québécois, ce qu'on met de l'avant pour les mesures concernant les discussions commerciales qui doivent avoir lieu, c'est d'encourager l'achat local, notamment en soutenant les petits commerçants puis les consommateurs par une baisse des frais de carte de crédit, l'abolition de la TPS sur les biens de seconde main, là, tout ce qui est l'économie circulaire. Et également, on prévoit demander qu'il y ait un projet de loi qui soit adopté de façon prioritaire lorsque la Chambre se rencontrera après les élections pour obliger le fédéral à acheter local aussi dans tout ce qui est approvisionnement gouvernementaux. Ça n'existe pas actuellement, cette inclinaison-là à s'assurer qu'on soutient nos commerçants ou nos fournisseurs ici. L'autre chose qu'on entend aussi faire, c'est que lorsqu'il y aura ces discussions-là entre le Canada et les États-Unis, qu'on s'assure qu'il y a une délégation québécoise pour faire en sorte que ce ne soit pas simplement les intérêts de l'Ontario qui soient mis sur la table et qu'on ne soit pas une monnaie d'échange, nous, au Québec, dans ces discussions-là. Maintenant, est-ce que j'ai terminé? Oui, vous aurez terminé. Bien, vous n'avez quand même pas abusé du temps. Vous pouvez. Oui? Tout le monde a un peu abusé de son temps. Vous pouvez finir d'une il y a une phrase. dernière chose que j'aurais voulu dire, c'est l'économie verte. C'est ça aussi l'opportunité actuellement. Il y a eu une belle lettre qui a été signée par 120 élus, dont vous avez peut-être entendu parler. Et là-dedans, notamment, on a des élus de Saint-Adolphe à Prévost, en passant par Sainte-Adèle, qui ont signé ça et qui disent, bien, attendez, là, on ne parle pas de l'environnement actuellement dans la présente campagne. Pourtant, il y aurait plein d'opportunités, construire des réseaux électriques, développer un TGV, s'assurer en fait qu'on n'aille pas vers les pipelines comme opportunité économique. Merci beaucoup. Monsieur Leroux, maintenant, du Parti conservateur du Canada. Bon, la question est l'opportunité pour le comté des pays d'en haut dans Notamment la poursuite de la crise avec les Américains. Pays d'en haut, c'est essentiellement une région touristique. Fait qu'on va peut-être bénéficier du taux de change américain puis avoir une manne de touristes américains qui vont venir ici en visite. Mais grosso modo, si on veut faire travailler notre monde ici, ça prend des industries. En ce moment, je pense que c'est 25 % de la population qui travaille au Québec qui sont fonctionnaires ou rémunérés par l'État. C'est une vague. Pour accueillir les immigrants ici, il faut les faire travailler. Puis, en général, on les fait travailler dans des usines ou dans des centres qui peuvent fabriquer des choses. En ce moment, on a une crise énergétique au Québec. Il n'y a pratiquement plus de blocs énergétiques disponibles. Juste un instant, M. Leroux, votre micro, il faudrait le remettre. On ne vous entend pas. Oui, il faudrait le raccrocher. Il faut le raccrocher. Oui. Il est directionnel, lui, là. Bon. Est-ce que c'est mieux? C'est beau? Bon. En ce moment, on s'enligne pour avoir une augmentation assez importante de la population. On a eu une augmentation assez importante, la crise du logement en témoigne. Dans les années à venir, il faut faire travailler ce monde-là. Pour faire travailler ce monde-là, mais il faut construire des usines, des centres de fabrication ou des centres d'assemblage, quoi que ce soit. En ce moment, on a une crise énergétique au Québec. On n'a plus de blocs d'électricité qui permet l'implantation de grandes industries comme ça. Ces blocs énergétiques-là, ils ne vont pas apparaître l'année prochaine. Je construis des centrales, ça prend des dizaines d'années au niveau de la planification puis de l'implantation. Au niveau de l'énergie, on est très, très dépendant du pétrole, puis on va l'être encore pendant plusieurs années. Puis une chose qui est certaine, c'est que si on veut avoir une économie florissante, si on veut que les gens travaillent dans notre secteur, qu'il y ait des nouvelles constructions de logements, ça prend des revenus. Puis pour avoir des revenus, mais il faut construire des usines. Fait qu'au Parti conservateur, on va s'assurer que les travailleurs puissent travailler, qu'il y ait des emplois qui les permettent de le faire.
Nous sommes rendus à la période de droit de réplique. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur les propos qui ont été exprimés, M. Watchorn? Juste un petit commentaire. Je suis bien content que le Bloc québécois veut avoir des gens du Québec sur le comité de négociation parce qu'on les a déjà. 2 sur 3 des ministres, là, Mme Joly et M. Champagne, viennent du Québec. Je pense que les intérêts du Québec sont bien représentés présentement dans les négociations. Puis je pense qu'on a le pilote qui va être capable de livrer la marchandise. Puis son nom, c'est Mark Carney. Si on regarde son background au niveau économique et son background au niveau d'affaires, je pense que c'est vraiment la personne de la situation pour négocier avec le gouvernement des États-Unis. Puis, écoutez, c'est vraiment les intérêts du Québec qui sont représentés à la table présentement. Merci beaucoup. Mme Charbonneau? Je pense qu'il faut clarifier que dans les équipes de négociation, ça ne se passe pas à 2-3 personnes, surtout pas M. Carney qui appelle M. Trump. Il y a une 50aine de personnes qui sont impliquées là-dedans. Alors, bien heureuse que M. Champagne, Mme Joly soient du lot, mais il va y avoir vraiment des gens, des économistes, des fiscalistes, des gens vraiment d'affaires qui vont être impliqués. Et j'aimerais rappeler que lors des dernières négociations, dans cette équipe-là, il y avait 2 personnes qui étaient des négociateurs et qui finalement ont été nommés sénateurs par M. Trudeau. Et ce sont les 2 personnes qui ont systématiquement bloqué le projet de loi sur la gestion de l'offre. Alors, c'est pour vous dire que si on n'envoie pas les gens du Québec pour négocier les intérêts du Québec, bien, on risque d'être la monnaie d'échange de laisser sur la table. M. Leroux, du Parti conservateur du Canada. Merci, Mme la candidate du Bloc québécois. En partant, M. Carney, dans les 6 dernières années de sa vie, travaillait pour sa fonction journalière, c'était de planifier des achats d'actifs d'État. C'est ce qu'il fait depuis 2019, je crois. Puis, dans une négociation sur le bois d'œuvre passé qu'il y a eu au Canada, le premier ministre n'a jamais été impliqué vraiment. C'est toujours des équipes, des délégations de ministres et de hauts fonctionnaires qui se déplacent pour pouvoir négocier ces types d'ententes-là avec les Américains. Carney, est-ce que c'est l'homme de la situation? Je pense qu'il y a un petit peu de mouche qui a été mis autour de ça. M. Watchorn? Écoutez, moi, je pense que le bilan de M. Carney, c'est très, très clair. C'est vraiment la personne qu'on a besoin pour être en face de M. Trump. Depuis que M. Trump est là, il ne nous appelle plus le 51e État, puis il n'appelle pas notre premier ministre, le gouverneur. Puis je pense que ça démontre un respect envers l'homme. Puis c'est vraiment la personne qu'on a besoin pour aller là. Parce que le Bloc québécois ne sera jamais à la table pour ces négociations-là. Ça va être un choix entre M. Poilievre et M. Carney, puis je suis convaincu que c'est M. Carney qui est la meilleure personne pour être à la table. Rapidement, c'était serré entre M. Leroux et Mme Charbonneau. 15 secondes chacun, peut-être? Bien, là, ça me fait perdre mon idée, là. M. Leroux? Ça va être, ce ne sera pas entre M. Poilievre ou M. Carney, ça va être le choix entre l'équipe conservatrice, et l'équipe libérale. On la connaît depuis 10 ans, votre équipe. Mme Charbonneau? Moi, je veux juste dire que si M. Trump trouve que c'est bien de négocier avec M. Carney, je m'inquiéterais. En question 5, donc ça fait le tour du bloc 4. Merci beaucoup. Cette campagne, à ce jour, parle très peu d'environnement. Ça a été mentionné un petit peu plus tôt. Sauf pour exploiter ou non le pétrole. Actuellement, c'est la seule façon actuellement où on parle d'environnement, est-ce qu'on exploite ou pas le pétrole. La taxe carbone semble être condamnée à être un artefact qui sera expliqué dans un musée, alors qu'elle invitait le principe du pollueur-payeur au centre de la stratégie de la diminution des gaz à effet de serre avec une redistribution ciblée. Pourtant, la préoccupation environnementale est réelle, on l'a vu dans le mini-débat d'ailleurs, et les impacts de nos actions sur les changements climatiques ne diminuent pas et ne diminueront pas. Où situez-vous la priorité de l'environnement dans les plateformes de vos partis respectifs et quel engagement prenez-vous en matière environnementale pour améliorer la qualité de vie de la population? Puis on aimerait ça avoir des exemples concrets là, de ce qui se retrouve dans vos plateformes. Vous avez 2 minutes chacun pour y répondre. Et Madame la candidate du Parti vert du Canada, Steinberger. Madame Steinberger, à vous la parole. C'est sûr qu'en 2 minutes, je vérifie mon micro. C'est sûr qu'en 2 minutes, parler du plan du Parti vert par rapport à l'environnement, j'en aurais pas assez. Surtout donner des exemples, des plans qu'on veut faire. Fait que j'ai essayé de tirer un peu plus que ce qui nous touche ici. C'est sûr qu'il y a de faire payer les pollueurs, ça c'est sûr. Ils ont pollué notre air depuis
tellement longtemps. C'est une base, puis en plus, pour les crises climatiques, parce qu'on sait que ça va arriver. Les dernières élections, c'était minuit moins une, mais là, il est minuit et quart. Il y a déjà des problèmes qui arrivent, des tornades à Saint-Adolphe, des vents qui font tomber des arbres, des inondations, des feux. Donc, le Parti vert veut aussi trouver des solutions pour se préparer à ça. Il parle d'un corps national de protection civile. C'est les gens sur le terrain qui seraient formés pour réagir le plus rapidement possible s'il y a une crise climatique, peu importe que ce soit le feu, l'inondation ou un sauvetage. Donc, ça, c'est un peu les parties. Ensuite, je parle plus d'ici aussi parce que le transport collectif, on en parle beaucoup quand on parle de Montréal parce que c'est bien facile. Mais ici, en région, on va chercher nos pagnes de lait avec un auto très souvent parce que c'est fait très étiré comme territoire. Donc, on essaie de trouver des idées innovatrices qui vont satisfaire parce que c'est dur de développer, mettons, un circuit d'autobus ou de train. La mobilité active, il y en a, mais c'est pas donné pour tout le monde. Fait qu'on propose aussi d'avoir une flotte de taxis, minibus électriques pour pouvoir diminuer les transports individuels, donc ça peut aider. On essaie de trouver des solutions, mais on veut aussi aller voir le pouls, si comme ça pourrait marcher, à quel endroit qui serait le mieux et tout ça. Et aider d'avoir les commerces locaux plus proches aussi que des citoyens, des livraisons, des trucs comme ça. Donc, réduire le transport individuel. Ensuite, faire payer les pollueurs, le Corps national de protection civile. Puis là, mon temps est écoulé. Je savais que j'avais pas le temps. Vous reviendrez en droit de réplique. Monsieur Tim Watchorn du Parti libéral du Canada. Merci. Mais à date, le Parti libéral a annoncé un fonds de 100 millions, un fonds stratégique pour la protection de l'eau. On a annoncé un autre 10 millions de dollars pour la lutte contre les espèces envahissantes. Puis on va cartographier toutes les mesures qui sont riches en carbone et en biodiversité pour aider les municipalités à prendre les bonnes décisions quand ils vont avoir des développements. Deuxième chose, on va augmenter les subventions vertes. On a annoncé un fonds de 250 millions qui va être jumelé aux dons que les compagnies et les organismes vont pouvoir faire pour la protection de la nature. On va également augmenter les incitatifs pour les bâtiments verts. Donc, on va aider les gens à mieux isoler leurs bâtiments. On va donner des subventions encore plus élevées pour les thermopompes, pour aider au niveau de l'efficacité énergétique. Puis, on va rétablir les subventions pour les véhicules électriques. Je pense qu'aussi, il faut travailler sur les gaz à effet de serre. De plus en plus des gens dans nos municipalités sont obligés d'aller travailler à Montréal. Puis la meilleure chose qu'on peut faire pour éliminer les gaz à effet de serre, c'est d'enlever les autos sur l'autoroute 15. Je pense que vous avez tous vécu le monter dans le nord de 2h15 le vendredi après-midi ou de descendre en 2h15 le lundi matin. Bien ça, ce n'est pas acceptable. Puis je pense que c'est en créant des emplois ici, dans notre région, pour permettre aux gens de travailler ici, c'est le meilleur moyen qu'on va avoir pour diminuer les gaz à effet de serre. Merci, M. Watchorn. M. Éric Abel-Ballant, maintenant, du Nouveau Parti démocratique. Vous avez 2 minutes. Je voulais utiliser pour commencer, j'allais dire une phrase toute faite en disant que l'écologie est partout. Le mot écologie, l'environnement, on l'utilise normalement partout sur le plan économique, mais ce n'est pas dans les mots de tous les partis, malheureusement. C'est vrai qu'on peut être fier de l'évolution aussi du Parti libéral qui fait des promesses puis qui a commencé à agir. Nous sommes d'accord aussi avec le Parti vert, où on a des points communs parce qu'on se rend bien compte que les Pays d'en haut, ce n'est pas la banlieue de Montréal. Vous évoquez tout à fait les embouteillages, j'ose pas employer d'autres mots, de saturation due au manque de transport en commun, par exemple, ou d'emplois locaux, d'industries qui sont pas uniquement tertiaires, mais aussi qui pourraient être davantage développées dans nos régions ou à proximité des villes principales. Donc il faut vraiment passer à l'action. On était, il y a très peu de temps encore, et ce n'est encore pas acquis pour tout le monde, en période de prise de conscience. Il est vraiment temps que nous passions à l'action, justement. Aujourd'hui, on doit passer avec des exemples concrets. Nous en avons aussi au Nouveau Parti démocratique. On parlait tout à l'heure de l'influence aussi des pétrolières. On sait qu'elles jouent un rôle. Vous disiez, si vous me permettez, qu'il faut développer ou continuer de développer pour la création d'emplois les échanges et puis les manufactures et les grosses compagnies pétrolières qui ont besoin de subventions. Nous, au NPD, on va couper carrément. Ils n'en ont pas besoin. Et elles vont réduire leurs bénéfices plutôt que d'aller chercher des subventions publiques qui devraient être investies dans l'économie verte.
Lutter contre la réduction des gaz à effet de serre, bien entendu. Malgré la crise économique, justement, il ne faut pas céder à certaines influences du type « Ah, on va mettre l'écologie un petit peu plus tard ». Au contraire, ça doit devenir et demeurer une priorité. Pour des exemples donc, concrets comme effectivement conserver les aides à l'électrification des transports en commun, sur l'achat de véhicules neufs. Merci aussi, beaucoup, M. Ballin. et contre aussi, si vous me permettez, le développement de projets de nouveaux pipelines qui viennent de ressortir justement d'Est-en-Ouest. Merci beaucoup. Madame Marianne Charbonneau du Bloc québécois. Oui, bien, écoutez, M. le maire, je suis vraiment contente de venir ici pour apprendre des parties du programme du Parti libéral parce qu'à ce jour, il n'y a toujours pas de plateforme de cadre financier ou quoi que ce soit qui a été diffusée. Alors, j'apprends qu'on aurait un fonds de 100 000 qu'il y aurait des subventions. 100 millions. 100 millions, pardon, qu'il y aurait des subventions vertes qui sont prévues. Il faut savoir que la meilleure chose qui peut être faite concernant l'environnement, c'est d'éviter un pipeline. Il n'y a aucun scénario où on réussit à respecter la limite de hausse de température de 2 degrés comme le demande le GIEC, qui est compatible avec un seul nouveau pipeline. Alors, la première mesure pour le Parti libéral serait de sortir de ce projet-là qui était mort depuis déjà 10 ans. Par ailleurs, des mesures concrètes, on en a au Bloc québécois. D'ailleurs, je vous montre ici la plateforme. C'est la page 24 et 25 si vous êtes curieux concernant l'environnement. Mais je vais juste me résumer parce qu'il y en a beaucoup à référer à ce que nos maires à travers le Canada ont amené comme idée. Bâtir un réseau électrique national, développer un réseau interprovincial de très grande vitesse. Le Bloc appuie ça sans réserve. Les maires demandaient construire au moins 2 millions de logements éco-énergétiques hors marché privé. Le Bloc travaille justement à augmenter substantiellement la proportion de logements hors marché à 20 grâce aux transferts fédéraux sans condition auxquels on référait tantôt. Rénover nos bâtiments pour mieux conserver la chaleur en hiver et la fraîcheur en été, ce qui réduirait les factures énergétiques. Bien, le Bloc propose d'ailleurs de reconduire le programme de prêt du fédéral pour les maisons plus vertes et financer une véritable stratégie nationale de résilience face aux catastrophes. Bien, le Bloc est vraiment, évidemment, derrière ça, par quantité de mesures, imposer une taxe sur les profits démesurés des compagnies pétrolières, qui sont vraiment responsables beaucoup des difficultés qu'on voit ici. Merci beaucoup, Mme Charbonneau. M. Vincent Leroux du Parti conservateur du Canada, 2 minutes. Premièrement, en ce moment, on cherche à se distancer des Américains, de devenir autonome auprès des Américains. En ce moment, le pétrole albertain est vendu à moitié prix aux États-Unis parce qu'il n'y a pas d'autre chemin pour sortir de l'Alberta. Un pipeline puis un couloir énergétique, c'est essentiel pour l'autonomie du Canada. Essentiel. Si on n'a pas de possibilité de pouvoir alimenter en énergie l'ensemble des provinces avec de l'énergie canadienne, on n'y arrivera pas. Là. On ne pourra pas se dissocier des Américains au niveau économique. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, on n'a pas parlé beaucoup d'inflation jusqu'à maintenant. Mais en ce moment, le programme, le plan de réduction des gaz à effet de serre du Parti libéral, si on le regarde, on peut voir un peu la courbe de réduction de pouvoir d'achat des citoyens en ce moment. Tu sais, la règle du 80-20, les grands mouvements qui pouvaient être faits pour réduire les sources de gaz à effet de serre, ça fait 30 ans qu'on les met en œuvre là, au travers du Canada. Fait que là, en ce moment, ce qui reste, le seul élément sensible qui reste pour se permettre de réduire les gaz à effet de serre, c'est une réduction de la consommation des ménages. C'est ce qui se passe depuis 2005 en ce moment. Fait que si vous voulez voir combien d'argent va vous rester dans vos poches, regardez ce graphique-là qui en fait la prédiction. Merci beaucoup, M. Leroux. M. Georges Mogiljanski, maintenant du Parti populaire du Canada, 2 minutes. Aucune des prédictions cataclysmiques faites depuis des années 1970 et faussement attribuées aux sociétés industrielles ne s'est réalisée, même après avoir changé le nom de cette menace perçue de réchauffement climatique en changement climatique. N'oubliez pas que les pluies acides ont été attribuées aux sociétés industrielles et que nous avons trouvé une solution. Personne n'en parle aujourd'hui. Nous rejetons l'alarmisme climatique et nous nous concentrerons sur des améliorations concrètes, comme les véhicules familiaux et les camions lourds alimentés à l'hydrogène, au lieu de l'électricité qui nécessite le dangereux lithium.
On devrait permettre l'industrie pétrolière et gazière de se développer, d'exporter ses produits et d'apporter la prospérité à notre pays. Je cite Hydro-Québec. Lorsque les ressources du réseau sont utilisées à pleine capacité, Hydro-Québec s'approvisionne auprès des réseaux voisins. Le HIC, le prix de l'électricité sur les marchés fluctue en fonction de l'offre et de la demande. Elle est plus chère en hiver, sans compter que l'électricité produite ailleurs n'est pas aussi propre que celle produite au Québec. Fin de citation. Sans le CO2, il n'y aura pas de la vie sur notre planète. Merci. Merci beaucoup. Ça nous amène au droit de réplique. On a 3 minutes de droit de réplique. Donc, je sais que M. Watchorn avait levé la main. Mme Steinberger. Allez-y, M. Watchorn. Moi, c'est juste une petite question à M. Leroux. J'aimerais savoir si le Parti conservateur va donner le droit de parole au Québec concernant les pipelines, oui ou non. Méchante bonne question. Je vais me renseigner, je n'ai rien qu'une réponse. Merci. Mais en ce moment, ce qui prévoit le Parti conservateur, c'est de déclarer des zones où les permis sont plus faciles à obtenir. Personne n'aime ça avoir une traque de chemin de fer dans sa cour. Personne n'aime ça avoir un pipeline dans sa cour. C'est clair qu'il y a une résistance sociale. Mais en ce moment, M. Carney, il promet des pipelines sous réserve d'acceptation sociale. Donc, en ce moment, il ne promet pas de pipeline. Fait qu'il copie une demande, en fait, une promesse des conservateurs pour espérer gagner une élection. Puis, c'est une promesse qu'il ne remplira jamais. Mme Steinberger du Parti vert du Canada. Bien, je trouve que c'est un peu archaïque de toujours continuer à essayer de pousser sur le pétrole encore et encore quand il y a tellement d'autres solutions pour aller chercher de l'énergie, que ce soit le solaire, l'éolien, il y en a plusieurs, que ce soit de mettre nos maisons adaptées pour avoir l'énergie solaire, que ce soit les panneaux solaires, puis même on commence un petit peu à avoir les gens, les citoyens, les résidents, mettre des panneaux solaires qui puissent en profiter, qui avoir une résilience. Aussi, il y a déjà eu des barrages dans les pays d'en haut qui étaient plus au privé. Quand ça a été nationalisé, bien, ils ont comme perdu ça. Fait que pourquoi pas qu'on pourrait y aller avec plus petites bouchées, parce que des fois, on parle de gros projets qui vont envahir les territoires autochtones et tout ça pour répondre à la demande, mais il peut y avoir aussi des petites bouchées où ce que les gens plus locaux puissent s'en occuper. Donc, il y a quand même des petits projets ici. Fait que je pense que c'est d'aller être plus innovant, aller vers l'avant, plutôt que toujours regarder à l'arrière puis tirer le gros fardeau qui nous a pollués depuis si longtemps. Donc, voilà. Merci beaucoup. M. Ballin, vous vouliez répliquer? C'est plus fort qu'une réplique, hein, si vous permettez. C'est un cri du cœur que j'ai envie de lancer. Allez-y. Parce que c'est vraiment sincère. Ça rejoint effectivement vos propositions concrètes d'amélioration de la vie de tous les jours. Et puis je pense à nos enfants, aux jeunes que nous avons entendus là tout à l'heure. On parlait de notre résistance face à l'industrie pétrolière qui fait tellement pression. J'ai oublié de préciser aussi les déversements industriels dans nos fleuves, dans nos cours d'eau, dans les rivières qui sont polluées, la pollution des lacs, parfois aussi par le non-respect des règlements municipaux à propos de l'excès de pratiques de loisirs récréatifs. Je n'ai rien contre, mais c'est vrai que l'énergie électrique n'est pas suffisamment développée. J'ai personnellement aussi des panneaux solaires dans la maison pour être autonome en cas de besoin. Et j'allais vous dire, modestement, il me semble être en train de mener la campagne la plus écologique. Je voulais soulever que vous n'avez pas vu forcément ma face comme un agent immobilier que je respecte bien entendu, aux quatre coins des rues, mais je suis fier de pouvoir faire campagne en évitant une pollution visuelle, en évitant une pollution urbaine aussi, avec une campagne différente, en allant vous rencontrer personnellement les uns et les autres en fonction des moyens, des disponibilités, et en évitant d'utiliser justement des panneaux plastiques en PVC. Merci beaucoup, et M. j'ai des Ballin. affiches en plastique qui sont au rencard, et je propose des affiches en carton recyclable et compostable. Merci beaucoup. Il me reste 2 droits de réplique pour ce bloc-là. M. Leroux, on a du temps, on a gagné un peu de temps. Tout le monde, dès qu'on qu'on pense à nos enfants, on pense nécessairement à la qualité de l'environnement qu'on va leur laisser. Moi, ça, c'est essentiel. Tout le monde y pense, tout le monde en rêve. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'une moment donné, quand tu as faim, l'environnement, tu t'en ne soucies plus. Puis là, en ce moment, où ce qu'on se dirige, c'est vers une société qui va être excessivement pauvre.
Fait que si ça se produit, l'environnement vient de prendre le bord. Fait que arrêter de consommer du pétrole, c'est un beau rêve, mais c'est juste pas possible dans notre société. Tout le monde va chez Costco, tout le monde achète du plastique. Le plastique, c'est un byproduct du pétrole, là. C'est une production, c'est deux productions parallèles. On ne peut pas couper le pétrole, couper le plastique en même temps. Fait que oui, ça serait idyllique d'y penser, d'éliminer l'arrêt complet de l'utilisation du pétrole. Mais malheureusement, c'est quelque chose que personne n'est prêt à faire en ce moment. Est-ce que quelqu'un veut répliquer là-dessus? Oui, Mme Charbonneau? Écoutez, Comme dernière réplique à ce bloc-là. Oui, rapidement. Je ne sais pas si c'est parce que c'est Pâques en fin de semaine, là, mais qu'on ressuscite un projet qui était mort et enterré, autant de la part du Parti libéral que du Parti conservateur. Sérieusement, on n'est pas en 2025 là, de parler de repartir un pipeline. Donc, j'ai déjà mentionné comme quoi c'était pas une bonne solution pour l'avenir. C'est aussi un mauvais deal économique pour le Québec. S'il y a une chose qu'on sait qu'on n'a pas besoin, c'est plus de pétrole au Québec. Hier, M. Carnett, tout le monde en parle, disait que 70 de notre pétrole venait des États-Unis. Ce n'est pas vrai, c'est 40 le reste vient du Canada. Je pourrais vous débiter là, une tonne d'arguments pour dire que ça n'a pas de bon sens de penser nous passer à travers la gorge un pipeline pour des fins qui vont être utiles dans 10 ans après le mandat de Trump envers un marché qui se décarbonise, qui est l'Europe, et qui n'en veut pas de cette énergie-là. Merci, Mme Charbonneau. On se dirige vers le bloc 6, un bloc qui va traiter de culture et d'identité. Derrière les manœuvres particulières économiques, mais surtout politiques des États-Unis d'Amérique, quant à la volonté d'annexion du Canada, ceci nourrit évidemment les questions de culture et d'identité. Je trouve que ça les extrapole beaucoup. Le Québec est une province très affirmée culturellement. Évidemment, ça se répercute sur son identité. Pour le Canada, diriez-vous que c'est plus fragile? Comment définiriez-vous l'identité canadienne dans un contexte de fédéralisme national? Seriez-vous prêt à dire que l'absence de culture pourrait menacer la souveraineté du Canada? Puis dans ce contexte, quel outil comptez-vous promouvoir pour éviter une attaque sur la souveraineté canadienne en matière de culture et d'identité? On commence avec M. Tim Watchorn du Parti libéral du Canada. Vous avez 1 minute. À vous de débuter cette ronde. C'est absolument essentiel, la culture au Canada et au Québec. Moi, je pense que je suis le portrait robot d'un anglophone intégré au Québec. Mes parents ils ont dit que, petit gars, on reste au Québec. Eux autres ne parlaient pas français. Ils ont dit, vous autres, vous allez aller à l'école en français. Puis mes enfants, c'est la même chose. On est bilingue. Je pense que je parle assez bien français. Un des enjeux de ma campagne, c'est de faire comprendre au monde que Tim Watchorn est capable de parler en français. J'adore la culture française. J'ai marié une francophone et je vous dis qu'on est un endroit unique ici, en Amérique du Nord, puis il faut absolument préserver ça. Moi, je pense que le Parti conservateur, malheureusement, ils veulent enlever le CBC du portrait médiatique. Ça prend un diffuseur national fort pour ne pas se retrouver comme les États-Unis avec des privés qui ont des visions complètement différentes de la politique avec les mêmes faits. Donc, moi, je pense qu'il faut investir dans le CBC et Radio-Canada. Puis le Parti libéral a déjà dit qu'on allait mettre 150 millions là-dedans. Merci, M. Watchorn. À votre tour, M. Balland du Nouveau Parti démocratique sur l'identité et la culture. C'est une question qui me touche particulièrement en tant que francophone d'origine française, qui me suis vraiment intégré grâce aux Québécois qui a accepté justement ma venue ici, puis qui a tout fait pour me garder. Ça fait 25 ans que j'ai créé une famille ici. Quand j'ai quitté l'Europe, on m'avait dit « trop vieux, trop cher, va-t'en » à 40 ans. Quand je suis arrivé au Québec, on m'a dit « bienvenue, des gens comme vous, on en a besoin ». Je vais dire modestement, grâce à vous, j'ai pu créer une famille, j'ai pu développer la culture francophone et être un fervent représentant de la francophonie à travers le monde. Et c'est dans cet esprit-là que je compte développer et continuer justement en passant par l'éducation d'abord, l'éducation culturelle bien entendu, l'éducation pédagogique de base évidemment, du français partout à travers le Canada. Ne pas oublier, tout en respectant la seconde langue, c'est-à-dire l'autre, la langue anglophone, on pourrait dire l'inverse, mais pour moi je souhaite vraiment que les deux se développent et non pas l'un contre l'autre, l'une contre l'autre. C'est vrai qu'on fait souvent l'effort, nous francophones, de parler, j'apprécie justement votre exemple, de se mettre à parler anglais pour se faire comprendre, parce que malheureusement, une certaine partie de la population canadienne ne fait pas l'effort de s'exprimer aussi
aussi en français par politesse ou par respect justement de l'usage des deux langues. Merci. Je Merci pourrais beaucoup. répliquer là tout à l'heure. Oui, oui, vous pourriez répliquer. Parce que c'est un sujet tellement qui nous prend à c'est cœur. peu de temps pour un sujet riche. Puis il y avait plusieurs questions dans Oui, votre propos aussi. effectivement, on en est conscient. Donc, On vous donne le choix de choisir. J'aimerais bien poursuivre, si vous le permettez, plus tard. Madame Charbonneau, du Bloc Oui. québécois. Ben, moi aussi, je suis heureuse de ce que M. Watchorn mentionnait, d'être tombé dans la marmite de la culture québécoise. C'est savoureux d'entendre ça. C'est un beau parcours. Par ailleurs, je n'ai pas entendu c'était quoi la culture canadienne. C'était pourtant la question. Même mon collègue, j'ai oublié votre nom de famille, Éric Abel, disait aussi avoir apprécié toute la culture québécoise qu'il a vécue à son arrivée, l'accueil. C'est intrinsèquement lié à un territoire, la culture et la langue. Et actuellement, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que notre bon gouvernement fédéral, sous les auspices de M. Carney, a l'intention de contester la loi 96 qui protège le français, alors qu'on est en recul du français partout, au Québec, hors Québec. On veut torpiller nos lois linguistiques, puis ça, c'est notre culture québécoise. Donc, j'ai l'impression que M. Carney parle un peu des deux côtés de la bouche quand il dit d'un côté qu'il va poursuivre, contester la loi 96, puis de l'autre qu'il va s'assurer avec M. Trump qu'il va défendre le français dans les négociations commerciales. Merci, Mme Charbonneau. M. Vincent Leroux, du Parti conservateur du Canada. Ben, moi, la culture au Québec, pour moi, c'est la langue. Aussi, tous les spectacles ou tous les shows de musique, ça fait toute partie de notre culture. Bon, qu'est-ce que je raconte là-dessus? Bon, comment le temps passe? Ouais, là, je peux passer. On a une culture québécoise. Écoutez, si quelqu'un veut parler avant moi, je peux passer mon... Mais c'est quoi votre perception de l'identité Regarde, ma canadienne? perception de l'identité québécoise, c'est... Canadienne d'abord? Canadienne, c'est multiculturel. On a des anglophones dans l'Ouest, des francophones de ce côté-ci. Mais partout dans le pays, il y a la culture autochtone aussi. J'ai beaucoup voyagé sur le territoire québécois. Moi, Radisson plusieurs reprises. J'ai été sur la Basse-Côte-Nord. J'ai rencontré des familles qui sont installées dans un village de la Tabatière depuis près de 300 ans. Là. Ça, au niveau de la culture au Canada, c'est une immense richesse. Qu'est-ce que votre parti propose pour la protéger? Pour la protéger, mais il n'a rien proposé qui allait l'éliminer non plus. Fait que, il me semble que la culture, ça vit de soi-même. Au niveau du français, je peux vous assurer que dans l'équipe conservatrice au Québec, on parle tous français. On n'a pas besoin de se forcer. Fait que ça va très bien. Moi je ne perçois aucune inquiétude au niveau de l'éradication de la langue française, comme c'est historiquement la volonté profonde des libéraux. Là. Merci beaucoup. Monsieur Georges Mogil-Jansky, du Parti populaire du Canada. Dans notre circonscription au présent, l'usage de la langue québécoise n'est pas normalisé, mais rencontre en sont la preuve. Mais on peut encore trouver un trésor comme danolaurentides.com pour obtenir quotidiennement les dernières nouvelles culturelles de notre région. On y retrouve une culture francophone éblouissante. La liberté d'expression. Nous veillerons à ce que les Canadiens puissent exercer pleinement leur liberté de conscience conformément à la Charte et ne fassent pas l'objet de discrimination en raison de leurs convictions morales. Nous abolirons tout financement public destiné aux médias canadiens et s'assurerons qu'ils sont complètement indépendants et libres de toute influence venant du gouvernement. Merci. Merci beaucoup. Madame Karine Steinberger, du Parti vert du Canada. Merci. En fait, le Parti vert du Canada a décidé d'avoir deux chefs, un à chaque bout du pays, parce qu'il y a tellement une belle diversité, vraiment énorme, parce qu'on a un grand pays. Donc, la culture peut être variée, parce que selon l'endroit où tu restes, selon ton éducation, selon tes voisins, parce qu'il y a beaucoup d'immigrants qui viennent, on partage nos forces. Donc, puis il y a les Autochtones, il y a les gens du Nord, il y a les gens du Sud, il y a les gens de l'Ouest, de l'Est. Fait qu'on a voulu comme représenter un peu les deux, puis qu'on trouve ça vraiment super important. Moi, en tant qu'artiste québécoise, francophone, qui est présidente bénévole d'un organisme culturel, je me rends compte que les artistes qui représentent la culture et la langue dans tous les territoires sont en train de survivre,
sont pas sur le bord de disparaître. Il y en a beaucoup qui abandonnent le projet. Il y a beaucoup de monde qui décide d'aller travailler comme caissier au lieu de faire de l'art et de la culture parce que les subventions ne sont pas là. Donc, là, je vois que mon temps est écoulé, mais je veux quand même dire qu'il faut augmenter les subventions qui vont être distribuées par la CAQ et dans les milieux scolaires, dans les organismes, et aussi s'assurer que la bonne répartition va aussi dans les régions et pas juste dans les villes, et aussi qu'il y ait un programme de soutien administratif pour les organismes. Merci beaucoup. J'accorderais peut-être quelqu'un qui veut bonifier ou 1 ou 2 droits de réplique uniquement. Le temps file. Oui. Vous voulez bonifier? Oui. Allez-y. 45 secondes. Le sujet nous prend tellement à cœur que je voulais préciser la position du NPD en matière de fédéralisme versus la défense de la langue française partout au Canada. J'en ai touché quelques mots là tout à l'heure. Ça n'empêche pas que nous soyons pour développer un Québec fort dans un Canada fort. Ça n'exclut pas justement que le français soit respecté, soit développé, justement considéré comme une valeur éducative et culturelle, comme je le soulignais tout à l'heure, à la fois dans le domaine artistique que dans le domaine du travail. Et au NPD, on a une mesure concrète qui est proposée, c'est d'appliquer la loi 101 justement aux entreprises fédérales qui devraient respecter les mêmes normes que les travailleurs de législation provinciale. Merci beaucoup, M. Balland. Bloc 7, on s'en va. Coût de la vie, inflation. Ce n'est pas un sujet banal et ça concerne tout le monde. Alors qu'au cours des dernières années, le gouvernement fédéral en place a utilisé l'envoi de chèques directement aux citoyens pour répondre à la crise de l'inflation et du coût de la vie, ces mesures très ponctuelles n'ont pas fait diminuer les prix des produits et des services. La politique monétaire canadienne ne peut imprimer de l'argent comme elle veut pour compenser les gens quand tout ne tourne pas rond. Le dollar canadien est faible, ce qui augmente les coûts liés à l'importation de produits. Les tarifs généreraient aussi potentiellement une hausse des prix des produits et services. Quelle stratégie proposez-vous pour diminuer l'impact de la hausse du coût de la vie chez les citoyens? Quelle stratégie budgétaire allez-vous appuyer pour limiter cette hausse? À quelles dépenses récurrentes votre parti et vous voulez-vous vous attaquer afin que les gens en aient plus pour leur argent? Quel secteur de la société devrait cotiser davantage pour assurer une meilleure équité fiscale afin d'aider les familles de la circonscription de Pays d'en haut? Comment comptez-vous rassurer les gens sur cet ensemble de questions-là? C'est rapide, vous avez 1 minute, peut-être 90 secondes. Vous pouvez choisir un élément de la question, c'est quand même assez chargé. Et on va commencer avec M. Balland du Nouveau Parti démocratique. C'est ce que j'allais dire. Il faudra au moins 2-3 minutes par période de questions. Mon temps est déjà commencé. Ouais. Concrètement, le Nouveau Parti démocratique a déjà proposé, je ne voudrais pas dire que les autres partis ont copié sur nous, mais on a été les premiers à annoncer, c'était dans le programme du parti déjà précédemment, malgré la crise, bien avant la crise, ça fait partie d'une de nos priorités, de contrôler le panier d'épicerie avec une mesure concrète. Je parlais de remplir le frigo là tout à l'heure, ça c'est du concret. Quand une famille ne peut pas s'acheter suffisamment de beurre, de lait, on parlait justement tout à l'heure des produits de première nécessité, on a une proposition de blocage des prix des produits de première nécessité, de consommation courante, qui sera mise en pratique. Également sur le plan des loyers, un organisme de contrôle, donc un organisme national de contrôle du prix des loyers sera institué. Et nous allons continuer à développer certaines compétences qui peuvent paraître donc uniquement exclusives aux provinces, en proposant une assurance santé ou médicaments sur des produits, parce qu'il n'y a pas que le Québec, évidemment, mais aussi au Québec, on est un peu mieux loti que d'autres provinces, il faut en avoir conscience aussi. On n'est pas si mal servi que cela, mais il y a encore des lacunes à combler en termes d'accès aux soins de santé et à un médecin et à des médicaments gratuits. Merci beaucoup, M. Balland. Mme Ariane Charbonneau du Bloc québécois. On a juste 1 minute, hein, oui, c'est ça? Bon, je vais vraiment choisir. Alors, je vais parler des mesures que nous, on a en tête pour aider nos aînés. Le Bloc propose, en fait, de revenir sur ce qui a été fait par les libéraux qui ont créé 2 classes d'aînés. Les gens de 65 à 74 ans reçoivent moins que 75 ans et plus. Donc, mettre fin à ça, donc c'est hausser de 10 % les pensions de vieillesse de cette population-là. Il faut aussi savoir que les libéraux avaient bonifié le supplément de revenus garanti de façon temporaire. C'était une manœuvre électoraliste
vraiment dans le but d'acheter des votes. Et les aînés sont en droit de faire un budget sans avoir à attendre un chèque qui va arriver la veille des élections. Le Bloc, ce qu'on veut, nous, c'est offrir la stabilité et, dans le fond, une mesure permanente. Mais surtout, ce n'est pas la première fois qu'on parle de ça, nous. Et quand on était en Chambre, les libéraux refusaient cette hausse de 10 % alors que ça coûterait environ 3 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous avez entendu parler que les libéraux ont aboli la taxe carbone, mais n'ont pas aboli la ristourne qui est payée par cette taxe carbone. C'est d'une injustice fiscale sans nom parce que les Québécois ne sont pas visés par ça, mais c'est surtout un bonbon électoral qui va coûter 3 à 4 milliards. Alors, il y en a des sous pour faire... il s'agit de prendre des mesures que l'on veut bien soutenir par rapport aux clientèles qu'on choisit. Merci, Mme Charbonneau. Monsieur Vincent Leroux, maintenant, du Parti conservateur du Canada. En ce moment, l'inflation depuis 2020, en moyenne, c'est 5 par année. Donc, dans 5 ans, là, je ne le calculerai pas combiné, mais on a à peu près 25 de hausse d'inflation sur tout le coût des produits puis pour le coût de la vie, finalement. Là, en ce moment, il faut vraiment... on aimerait faire un travail approfondi de recherche de montants qu'on pourrait corriger au Parti conservateur. Mais là, il y a eu abrogation du Parlement, de la Chambre des communes, je veux dire, puis on n'a toujours pas de budget. Fait que ça devient bien difficile de connaître dans le détail tous les montants qu'on pourrait sauver dans la gestion catastrophique des libéraux, puisqu'ils nous sortent pas les papiers, tout simplement. Fait qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un paquet de programmes pour aider les personnes 65 ans et plus, entre autres, leur permettre de travailler jusqu'à 67 ans de mémoire sans affecter leur pension fédérale, puis ainsi que 2 ou 3 autres mesures. Pour nous, l'objectif, c'est de s'assurer d'augmenter le pouvoir d'achat de l'ensemble des populations vulnérables, principalement. Si on regarde en général la population qui travaille, eux autres, ils peuvent avoir des hausses de salaire qui ne suivent pas l'inflation. Mais le plus important, c'est de réduire l'inflation. Merci beaucoup, M. Leroux. M. Mogiljansky, pardonnez-moi, Parti populaire du Canada. Un gouvernement responsable devrait réduire les dépenses, équilibrer les budgets le plus rapidement possible, puis baisser les impôts de manière prudente afin de remettre de l'argent dans les poches des Canadiens. En pratique, Ottawa abandonnera sa taxe sur les produits et services, le TPS, et laissera les gouvernements provinciaux et territoriaux occuper cet espace fiscal. En 2024-2025, la TPS devrait générer des revenus d'environ 52 milliards de dollars, soit le même montant transféré par Ottawa pour le financement de la santé. Nous modifierons la cible d'inflation de la Banque du Canada de 2% à 0%. Cela freinera l'inflation dans tous les secteurs, y compris le logement. Merci. Merci, M. Mogiljansky. Mme Karine Steinberger. Oui, je suis tout mélangé. Je m'excuse. Le Parti vert du Canada. C'est bon. Pardon? Parti vert. Parti vert, c'est ça que j'ai dit? Oui, OK. Madame la candidate du Parti vert du Canada. Pardonnez-moi. Bien, d'abord, le Parti vert du Canada veut faire une imposition équitable. Donc, monter le plafond qui, en ce moment, est à 15 400 cucs pour se sauver de l'impôt, de le monter à 40 000 pour les employés, les retraités, les travailleurs autonomes, et pour pallier à ça, d'augmenter la taxation aux grandes entreprises à 21 %, mais pas les PME, parce qu'on veut les encourager, surtout les producteurs locaux, pour baisser les paniers, justement, pour donner un accès plus direct aux citoyens, des choses qui se font autour d'eux. Ça permet aussi de les aider pour avoir un prix compétitif, de réduire les frais d'intermédiaire, de transport et tout ça. Donc, ça va diminuer les coûts pour vos paniers. Puis aussi avoir une certaine résilience alimentaire parce que si les transports sont coupés ou quoi que ce soit, bien, on a quand même nos ressources aussi qui, en ce moment, sont un peu laissées pour plusieurs taxages et pour aller chercher des impôts. Fait que les PME seraient quand même épargnées dans l'augmentation de 21 à 21 % pour le taxe des entreprises qui vont aller pour aider les gens qui ont besoin d'aide, justement, en ce moment, vu le coût de la vie est élevé. Voilà.
Merci beaucoup, Mme la candidate du Parti vert du Canada. M. Tim Watchorn du Parti libéral du Canada maintenant. Merci. Donc, le Parti libéral propose premièrement une baisse d'impôt de 825 par famille, de deux familles à 2 revenus. On va enlever la TPS sur les maisons neuves à la hauteur jusqu'à 50 000 On va faire l'élargissement des soins dentaires de 18 à 64 ans, qui représente à peu près une économie de 800 par famille. On va maintenir le service de garde, qui est un exemple qui a été utilisé du Québec, qui a été exporté au reste du pays, donc 10 par jour pour les services de garde. Puis on va augmenter le programme d'alimentaire dans les écoles. Donc 400 000 enfants de plus vont bénéficier des déjeuners scolaires dans les écoles. Je pense que l'éléphant dans la pièce, c'est les tarifs. Si on veut diminuer l'inflation, bien, il ne faut pas qu'on ait des tarifs avec les États-Unis. Et encore une fois, ça prend un négociateur chevronné. Et je vous le redis, ça prend Mark Carney pour négocier ça et nous aider à baisser l'inflation. Merci beaucoup, M. Watchorn. Je n'ai pas vu qui avait levé le doigt en premier. Est-ce que c'est Mme Charbonneau, M. Leroux? Mme Charbonneau, 2 doigts de réplique, puis on va passer rapidement au bloc 8, je pense. Ouais. Bon, écoutez, si M. Carney est un négociateur chevronné, je vous dirais que ce qu'il a fait comme banquier, c'est de monter et de descendre des taux d'intérêt. Il n'a jamais négocié une entente internationale comme celle que ça s'apprête à être avec la CEUM bientôt. Mais j'aimerais revenir sur le fait que, tantôt, je vous disais, il y a 3-4 milliards qui vont nous arriver en ristourne, je dis nous, sauf les Québécois. Donc, on voit de l'argent au Parti libéral, mais il y a plus que ça. On est en train de promettre des baisses d'impôts qui valent 6 milliards. On arrive sans cadre financier. On est actuellement dans un État qui n'est plus capable de payer ses dépenses courantes. Il faut emprunter. Et sans restreindre les dépenses, on continue à nous dire qu'on va abolir la TPS, qu'on va maintenir le service de garde, qu'on va emmener des déjeuners dans les écoles. Honnêtement, je vais citer mon chef qui dit « Ils vont faire comment pour réussir tout ce qui a échoué dans l'histoire du Canada? On va avoir plus de dépenses, moins de revenus, puis ça va marcher pareil. » Harry Potter sort de ce corps. Merci. Merci, Mme Charbonneau. M. Leroux. Un déficit annuel qui est presque à la hauteur du budget du Québec, qui paye les hôpitaux, les écoles, les autoroutes. Écoute, en partie. Fait que ça, c'est le montant d'argent qui est mis sur la carte de crédit par les libéraux à chaque année en ce moment, là. Moi, je vais partager une expérience personnelle que j'ai vécue dans le comté. En fait, c'est une des raisons pourquoi je me présente en politique en ce moment. C'est que j'ai un partenaire d'affaires qui loue des roulottes de chantier. Vous voyez les roulottes sur les chantiers avec la bande rouge en haut, là? Lui, il a à peu près une centaine d'appels par semaine pour louer des roulottes. Puis sur ces 100 appels-là, il y en a 30 que c'est des personnes avec des familles qui veulent louer une roulotte de chantier pour y vivre. En ce moment, puis pas parce que... C'est pas juste à cause qu'il n'y a pas de logement. Parce qu'un logement, si tu sors le cash, tu en as un logement. Là, ils veulent ça parce qu'il n'y en a pas de logement puis qu'ils n'ont pas les moyens de s'en prendre des logements. Puis ça, c'est les politiques libérales qui nous ont emmenés là jusqu'à maintenant. Fait que signer pour les libéraux pour un autre 4 ans, là, c'est se tirer une balle dans le pied à tous les niveaux. Merci, M. Leroux. Le temps file, malheureusement. Je garderai ça en conclusion, M. Balland. Merci beaucoup. Au cours des dernières législatures, plusieurs projets de loi ont été déposés sans être adoptés qui concernaient notamment le droit à l'avortement ou qui tournaient autour du droit à l'environnement. Plus au sud, il y a une remise en question de la question transgenre des droits des homosexuels. Il se ressent un certain resserrement des mœurs qui peuvent trouver écho ici. Y a-t-il des lois actuellement qui vous apparaissent devoir être mises à jour? Si vous pouviez légiférer sur une question concernant le droit des minorités, quelles seraient les propositions de vos partis respectifs? 1 minute pour répondre. On commence par Mme Marianne Charbonneau du Bloc québécois. Est-ce que vous avez parlé du droit à l'avortement ou à l'environnement? Je n'ai pas compris. Avortement. À l'avortement. Bien, s'il y a une chose qui est claire actuellement au Canada, c'est qu'on n'est pas dans la situation des États-Unis. Ça ne veut pas dire que, tout est simple et facile, mais je ne pense pas qu'on a du tout besoin de légiférer par rapport à protéger ce droit-là. Ce n'est pas remis en question, la Cour suprême n'a pas à se pencher là-dessus, mais ce qui est le plus dérangeant, c'est le nombre de députés au Parti conservateur qui ont été directement ciblés par les activistes américains pour amener cette question-là à Ottawa.
Alors, je ne sais pas si mon collègue aura quelque chose à répondre là-dessus, mais en fait, pour le Bloc québécois, la seule chose qu'on peut faire, c'est continuer notre travail de conviction, de collégialité, de discussion pour faire valoir que le droit à l'avortement, ça reste un droit qui n'est pas négociable, du moins pour les Québécoises, puis je dirais pour les Canadiennes. Merci, Mme Charbonneau. Monsieur Leroux du Parti conservateur du Canada. Bon, ça, c'est une question qui occupe l'ensemble de ma campagne. Il y a tellement eu de posts sur Facebook, ces réseaux sociaux qui nous décrivent comme étant des nazis qui mangent des enfants puis qui veulent attacher les femmes dans une cuisine. Écoute, ça en est pathétique, là. Je ne sais plus comment réagir avec ces idées préconçues-là. Je ne sais pas qui fait ces campagnes publicitaires-là pour nous salir en ce moment, mais ça me nuit énormément dans ma campagne. Moi, ma grand-mère s'est battue pour le droit de vote des femmes. Ma mère a manifesté dans les années 70 pour la libération de la femme. Moi, je suis un homme, fait que j'ai fait ce que je pouvais faire de mieux. J'ai élevé ma fille dans le pur esprit du respect du droit et l'égalité de l'homme et de la femme. Je rêve au jour où on ne parlera plus de ces sujets-là parce que ça va être un acquis dans notre société. Mais force est de croire que c'est principalement remis sur la scène publique pour des raisons politiques. Fait que l'avortement, ni moi, ni personne que j'ai rencontré jusqu'à maintenant dans l'organisation du Parti conservateur ne parle de ça. Le Parti conservateur, il a été 10 ans au pouvoir. 10 ans. Majoritaire à la Chambre des communes, majoritaire au Sénat, il n'y a jamais eu de loi là-dessus. Merci beaucoup, M. Leroux. Et voilà. M. Georges Mogiljanski du Parti populaire du Canada. On veut protéger les néonates de 3e trimestre. Ça sera décidé par un vote libre de conscience dans les chambres. Merci. C'est concis, merci beaucoup. Madame Karine Steinberger, le Parti vert du Canada. Merci. Il y avait quand même plusieurs sujets dans la question. Il y avait le droit de vote, il y avait aussi l'inclusivité. Je sais que le Parti vert est même reconnu pour être un petit peu trop inclusif. Je m'explique. J'ai un bénévole qui a dit à son père, qui est bloquiste depuis si longtemps, qui dit « Je vais faire du bénévolat pour le Parti vert. » Et du coup, donc, es-tu venu gay? Je pense qu'il y a quand même du chemin à faire. On s'est battu beaucoup, autant les femmes que les hommes, que tout le monde. Puis pour moi, la liberté d'expression, le vote, le droit de réunion, le droit des femmes, le droit à l'avortement, c'est ce qui me permet de respirer en ce moment, d'avoir des poumons pour pouvoir vivre. Puis je pense qu'il y a encore de la place à l'amélioration parce qu'il y a encore des places au Canada où ce que tu ne peux pas te faire avorter parce que c'est pas accessible. Il y a encore des places où ce que les femmes, ils sont traités avec très inégalité, autant même dans le salaire. Je pourrais donner des chiffres, mais j'ai pas assez de temps. Fait que je veux juste dire que le Parti vert est vraiment au front. Il vise le soleil pour essayer d'atteindre les étoiles. C'est vraiment... faudrait aller voir, là, parce que j'ai pas le temps. C'est fini. Voilà. Merci beaucoup. M. Tim Watchorn du Parti libéral du Canada. Écoutez, moi, je fais vraiment pas la même campagne que M. Leroux, là. J'ai fait au-dessus de 15 000 appels et des portes à pu finir. Puis il n'y a jamais personne qui m'a parlé d'avortement. Puis je pense que, écoute, c'est un sujet réglé. Tu sais, on ne peut pas toujours être d'accord avec le Bloc, là, mais sur celui-là, c'est réglé. Puis on n'est pas aux États-Unis. Il ne faut pas revenir là-dessus. Le corps d'une femme, c'est le corps d'une femme, c'est à elle à choisir. Puis ça devrait toujours être ça. Le Parti libéral, là, dans le domaine de l'inclusivité, on accepte tout le monde, que vous soyez de n'importe quelle race, n'importe quelle religion, n'importe quelle orientation sexuelle, mais on va toujours défendre vos intérêts au niveau du Charte des droits et libertés. Merci, M. Watchorn. M. Ballant, du Nouveau Parti démocratique. Je vous remercie, monsieur, parce que j'allais encore plus loin. Il faut demeurer vigilant, justement, pour conserver nos acquis. Malheureusement, on fait face aujourd'hui à une remise en question de tous les acquis relevant des libertés individuelles, sur le droit, la pluralité des genres, l'inclusion. Il y a une remise en question venue de l'Ouest, j'allais dire également. C'est vrai que nous sommes un peu choyés au Québec, puisqu'on a aussi des avancées qui sont malheureusement remises en question. Il faut rester vigilant pour pour conserver justement tous ces avantages et la spécificité culturelle québécoise qui était souvent précurseur, c'est ça, dans ce domaine-là pour conserver nos libertés individuelles et d'expression. On aurait 3 minutes pour bonifier. Est-ce que quelqu'un souhaite le faire? Madame Charbonneau? Juste un petit commentaire.
Je suis heureuse de voir que notre collègue du Parti conservateur est égalitaire, même féministe, j'ai envie de dire. Moi, ça sonnait comme ça, ce que j'entendais. Mais il faut voir le documentaire de Léa Clermont-Dion pour que vous réalisiez, M. Lecourt, que c'est une réalité dans le Parti conservateur. C'est peut-être pas les gens du Québec avec qui vous travaillez, mais il y a vraiment quelque chose qui est très, très fragile et qui est à la racine de votre parti. Mais si vous voulez changer de parti, je vous invite à joindre le Bloc. Madame Steinberger du Parti vert du Canada. À vous la parole. Oui, merci. Je suis quand même assez surprise parce que, libérales, conservateurs sont en ce moment au pouvoir, puis ils disent on ne sait pas pourquoi qu'on parle du sujet, il n'y a pas de loi, mais tu sais, au-delà de la loi, on veut, comme dit mon collègue du NPD, on veut les protéger. Ça, c'est sûr, on a des acquis, on veut les protéger. Mais au-delà de ça, c'est l'accessibilité. C'est, comme je disais, il y a plusieurs endroits au Canada que les femmes n'ont pas accès à des services d'avortement ou, encore là, l'inclusivité parce que les gens se font... Fait que je pense que c'est d'aller pousser plus loin que la simple loi puis d'essayer d'avoir une meilleure réglementation puis une accessibilité aux services. Merci beaucoup, Monsieur Ballin, en conclusion, s'il vous plaît. Je voulais rajouter, en vous remerciant, que on fait face à une montée d'intégrisme, justement, en période d'insécurité économique, essentiellement actuellement. Ça remet trop souvent en question nos valeurs personnelles, nos valeurs individuelles et collectives. Donc il faut demeurer vigilant face à une montée rétrograde, que j'allais dire intégriste également, qui, pour être redondant, parce que ça nous fait peur, il faut rester vigilant et combatif pour conserver nos acquis de libertés individuelles. Merci beaucoup. Ça nous amène à la conclusion. Déjà? Je ne sais pas si c'est déjà. Moi, j'ai trouvé que ça allait vite. Peut-être qu'il y en a qui ont trouvé que c'était long. Je ne sais pas. Vu le temps passer. Je vous inviterai maintenant à commenter, voire à critiquer les plateformes de vos adversaires en gardant en tête les enjeux locaux de la ville de Saint-Colomban et aussi de la circonscription des Pays d'en haut. Peu importe l'issue de cette élection-là, le gagnant en sera le premier ou la première représentante. Donc, vous n'aurez pas à remplacer quelqu'un. Quel bonheur. Hein? Vous allez avoir à faire votre propre chemin. Donc, en quoi vos propositions et la plateforme de votre parti sont-elles meilleures que celles de vos collègues ou de vos opposants? Je vous laisse en profiter, évidemment, pour glisser votre mot de la fin. Vous avez 1 minute 30 pour le faire. On va commencer avec M. Leroux du Parti conservateur du Canada. Puis, je me garde une marge là, si jamais ça suscite l'émoi pour donner des droits de réplique. Bon, en fait, là, on se retrouve dans une élection bipartie. Bipartie qui peut risquer d'avoir la majorité à la Chambre des communes. C'est ça qu'il faut... Une manière, les libéraux sont là depuis trop longtemps. Il faut qu'il y ait un changement. La démocratie, c'est une belle chose tant que l'alternance des pouvoirs demeure. À un moment donné, il faut changer la gang. Un petit peu un gros ménage du printemps. C'est ce qu'on va faire. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans la région de Saint-Colomban en ce moment. Puis l'inquiétude, pourquoi ils m'encouragent à me présenter en ce moment, c'est parce que c'est vraiment le coût de la vie. En ce moment, ce qui inquiète tous les gens que je connais, c'est la hausse des prix à la consommation. C'est le fait qu'ils ne sont plus capables de s'acheter les denrées nécessaires juste pour manger. Ils coupent dans la qualité de la bouffe en ce moment. Fait que, avec le Parti conservateur, si on réussit à être élu majoritaire en Chambre des communes, c'est sûr qu'on va être en mesure de conserver nos acquis qu'on a historiquement au Québec, que ce soit tant au niveau de la culture qu'au niveau de l'économie, de l'argent dans nos poches. Les taxes vont réduire, toute la vie va être plus facile pour l'ensemble des citoyens du territoire. Merci beaucoup, M. Leroux. Je vais porter le flambeau des Pays d'en haut jusqu'à Ottawa. Merci beaucoup, M. Georges Mogiljanski, maintenant du Parti populaire du Canada. Chers électeurs et électrices, j'espère avoir réussi à vous donner un aperçu de notre programme politique. C'est ambitieux parce que les dégâts causés par les gouvernements précédents ne nous laissent pas d'autre choix. Merci. Merci beaucoup. Madame Karine Steinberger, le Parti vert du Canada. Merci. Je me suis lancée en politique depuis déjà un petit moment et j'ai choisi le Parti vert du Canada parce qu'il y a
je dirais pas que c'est axé sur l'environnement, c'est axé sur l'écologie. L'écologie qui englobe l'environnement, le territoire, mais aussi les humains qui y vivent, puis ils veulent le mettre en valeur. Puis c'est comme ça touche tellement mes valeurs, ça touche tellement mes valeurs que j'ai décidé que je me lançais. Souvent, le monde dit, ben ça doit être difficile de faire une campagne quand tu sais que tu vas perdre. Bon, on a une nouvelle circonscription, ça serait peut-être le temps de la changer de couleur, faire honneur à nos arbres, à nos forêts, mais à notre cœur, puis à notre énergie humaine. Puis moi, c'est sûr que j'ai l'espoir, je ne suis pas là pour rien. Si je me fais élire, si vous choisissez de m'élire, je lâche tout, puis je me pitch. Ça va être ma première mission, ça va être mon focus. Puis j'espère vraiment qu'on prenne l'opportunité parce que le Parti vert a vraiment des idées innovatrices. Ce n'est pas des affaires qui tournent en rond depuis des décennies entre deux partis qui font de la, puis qu'il n'y a rien qui avance. Moi, je veux vraiment faire avancer des choses, puis le Parti vert, il y a vraiment des solutions pour ça. Puis, j'ai encore 20 secondes. Wow! OK, attends, là, qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais je veux vraiment me lancer, puis j'espère vraiment que je vais vous donner l'option que vous aspirez sur votre bulletin de vote, puis que vous allez voter avec votre cœur plutôt que stratégique entre deux partis qui tournent en rond. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Tim Watchorn, du Parti libéral du Canada. Merci beaucoup. Comme vous voyez, quand un parti est au pouvoir depuis longtemps, on devient punching bag. On prend des décisions qui sont peut-être pas populaires, sont peut-être pas faciles, mais on prend des décisions. Moi, je vous dis que c'est une élection historique présentement, là. Vous avez deux choix. Vous avez votre premier choix, c'est de savoir qui va s'asseoir en face de Donald Trump pour négocier le futur de notre économie. La bonne personne, c'est-tu Pierre Poilievre ou c'est Mark Carney? Moi, je vous dis que c'est Mark Carney. Deuxième choix que vous aurez à faire, c'est la personne qui va aller vous représenter à Ottawa. Bien, ça prend une personne qui connaît le milieu, ça prend une personne qui connaît comment négocier avec les gouvernements provinciaux et fédéraux, qui l'a déjà fait, qui a déjà été chercher les fonds pour vous, pour les pays d'en haut. Mais cette personne-là, c'était moi, George. Moi, ça fait 24 ans que je suis en politique. Ça fait 24 ans que je défends les intérêts de mes citoyens. Puis vous pouvez être sûr que je vais le faire à Ottawa. Peut-être une dernière chose. On parlait de droits civiques tout à l'heure. Il y a des droits civiques, mais il y a des devoirs civiques. Puis moi, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que le droit civique le plus important, c'est d'aller voter. Fait que ce soit pour n'importe quel parti que vous voulez, bien, allez voter. Parce que c'est ça qui est le plus important. Puis c'est pour ça que nos ancêtres sont battus pour être en démocratie et pour pouvoir voter. Merci pour votre temps. Merci beaucoup, M. Éric Abel Balland, maintenant, du nouveau Parti démocratique. Merci. Juste avant le mot de la fin, il y a deux sujets qu'on n'a pas abordés, que je ne vais pas le faire tout de suite, mais on pourra éventuellement rajouter que la réforme du scrutin et du mode électoral vers une proportionnelle demeure toujours sous les tiroirs. On la ressort de temps en temps, mais quand on est au pouvoir, le parti en place refuse de la mettre en place puisqu'il est bien installé dans son fauteuil. On n'a pas parlé d'immigration également, qui est un sujet d'actualité essentiel en ce moment, justement. Et justement, la position du NPD, c'est plutôt que de les refouler, mettons les mesures en place pour les accueillir dignement. Je ne vais pas m'étendre puisque c'est le mot de la fin. Et puisque vous l'attendiez, le mot de la fin, si vous me permettez, on se pose toujours la question, quel est le rôle du NPD, justement, dans ces échanges, non pas conflictuels, mais de construction pour un monde meilleur. Un récent titre d'un journal local, l'Accès pour ne pas le nommer, m'a mis une étiquette que j'ai appréciée comme influenceur. J'allais dire perturbateur. Et j'allais dire le rôle de trouble fait me va très bien. Justement, le rôle du NPD a été jusqu'à présent d'influencer, et je remercie aussi les libéraux d'avoir accepté, voire obligés de mettre en place des mesures proposées par le NPD. N'oublions pas tous les progrès qui ont été acquis grâce justement au rôle du NPD, que les libéraux sont restés au pouvoir grâce aux mesures que le NPD a réussi à faire passer. Merci. Et nous continuons dans ce sens-là parce que les vrais progressistes, c'est le nouveau Parti démocratique. Merci, M. Balland. Madame Marianne Charbonneau, en conclusion. Oui. Écoutez, moi, je comprends les gens d'être préoccupés par ce qu'on vit depuis quelques semaines, sinon quelques mois. Mais la chose, c'est que les libéraux ont vraiment instrumentalisé la crainte qui vient de la personne de M. Trump
pour faire oublier leur bilan catastrophique des 10 dernières années. Donc, on ne parle absolument pas du bilan. On n'est pas du tout en train de revoir cet état de choses-là, ce qui devrait être à la base de ce qu'on fait quand on est en campagne électorale. Puis j'ai aussi envie de dire aux gens, si vous pensez que le parti au pouvoir, c'est le parti qui est en mesure de décider, ou en fait, si vous élisez quelqu'un qui fait partie du parti au pouvoir, c'est quelqu'un qui va être à la table des décisions, des négociations, bien, je vous dirais que la plus longue table à Ottawa, ce n'est pas la table ministérielle, c'est la table des gens qui sont en arrière-ban. Puis même à la table des ministres, c'est un peu difficile quand on a un collègue qui vient, par exemple, de l'Ouest, qui pousse pour son pipeline, puis qu'on est un ministre québécois, puis qu'on a envie de dire « ça ne fait pas de bon sens, chez nous, on n'aime pas ça ». Tu es tenu à une ligne de parti et tu ne fais pas de vagues. Donc, la liberté qu'a le Bloc québécois est extraordinaire. C'est la plus grande revendication qu'on a, c'est la plus grande force qu'on a, et c'est le seul parti qui est en mesure librement de faire en sorte que nos préoccupations puis nos besoins vont être amenés à la table de négociation, parce que M. Carney, on ne peut pas lui permettre d'avoir un chèque en blanc. Il ne connaît pas le Québec, malheureusement. Il n'est même pas assez bien conseillé stratégiquement actuellement pour avoir l'air de connaître le Québec. Et je pense que les gens, en fait, sont tannés de la ligne de parti. Alors, je vous invite non seulement à appuyer le Bloc, mais moi, je vais vous dire que je suis je suis une personne vraiment de cœur, d'engagement. Et ce que j'ai envie, c'est de prendre la lumière qui vient sur moi puis la mettre sur vous, puis emmener ça à Ottawa. Je veux emmener les pays d'en haut à Ottawa plutôt que d'être une députée qui prend Ottawa puis qui l'amène dans le comté. Merci beaucoup, Mme Charbonneau. Il reste quelques minutes. Est-ce que quelqu'un a oublié de dire quelque chose et voudrait ajouter? On a parlé d'immigration, on a parlé de réforme électorale. Moi, si vous ne prenez pas le temps, je vais conclure. Je conclue. Je tiens à vous remercier, chacune de vous, d'avoir participé à cet exercice-là. Merci au public attentif aussi, qui est venu de toute la circonscription. J'ose voir des gens de Prévost. Je sais qu'il y a des gens du Nord aussi qui sont là. C'était, je pense, la seule occasion que les gens avaient de pouvoir vous voir ensemble, échanger sur vos compétences, vos motivations et les engagements que vos partis tiennent en vertu de questions qui nous apparaissent importantes. Je veux vous souhaiter bonne chance d'ici le 28 avril prochain. Il va y avoir un vote par anticipation une semaine avant. Ça doit être le 21, hein, j'imagine? Ça commence vendredi? Tout le week-end? Oui, le week-end de Pâques, vendredi saint au lundi saint. Du vendredi saint au lundi saint, donc le week-end de Pâques. Donc, j'invite tout le monde justement à profiter de son droit de vote. Ça a été dit par M. Watchorn, c'est important le droit de vote, c'est ce qui constitue le contrat social de notre démocratie. Nous avons aussi le grand plaisir d'avoir une nouvelle circonscription. Cette nouvelle circonscription-là, normalement, définit mieux les enjeux sur le territoire. Elle rassemble des communautés qui se ressemblent davantage. Je l'ai dit en entrée de jeu, c'est une circonscription résidentielle qui subit des enjeux de croissance démographique. Sur le bouclier canadien, je pense, presque en entièreté. Donc, c'est un double enjeu quand on veut développer ou amener des infrastructures. Je vous souhaite bonne chance et au plaisir de vous croiser, gagnante ou perdante. Je vous souhaite de bons succès et sinon, que votre carrière politique se prolonge dans les instances qui feront votre bonheur au cours des prochaines années. Merci beaucoup. Merci.